Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Troisième tome de notre épisode annuel sur les livres. Ça l'a bouleversé. Là, juste, tu sais, comme en ce moment, ce que je vois, pour décrire aux gens, c'est une gourde usée Gatorade avec des collants de Frozen. Ouais. Et surtout derrière, tes genoux dans des joggings bleus délavés. Walmart. Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien? Ça, ben, j'ai une fille que j'aime Oui. qui met des petits collants sur ma J'ai gourde. aucun problème avec les collants. L'affaire Frozen, c'est l'affaire qui me dérange la moins parce que je sais exactement d'où ça vient puis pourquoi c'est là. Mais pourquoi t'es en jogging? Je devais partir tôt et rapidement, puis je devais m'entraîner. Fait que c'était la chose la plus simple à mettre. Exactement comme moi, dans le fond, un matin. Puis tu vois, je suis pas en jogging. All right? Mais tu pourrais? Non. C'est pas grave. Non, c'est une question de respect. J'ai même pas de sous-vêtements. Ça, dis-moi que c'est pas vrai. Oh, ouais, j'ai même pas de sous-vêtements. J'ai pas de sous-vêtements. Pourquoi? Parce que j'ai pas pensé à amener une deuxième paire de sous-vêtements et pas dans mon entraînement. J'ai souillé mes sous-vêtements parce que j'ai travaillé fort. Et voilà. T'as vraiment zéro respect pour moi. Zéro. Là. T'as zéro respect. J'ai même pas de bas. J'ai pas de bas. J'ai pas de sous-vêtements. J'ai pas de classe. C'est quoi, de Julien? l'eau qu'il y a dans ta gourde? C'est de l'eau, c'est pas de la vodka. Ah, OK. Mais pourquoi tu me manques de respect comme ça? Je pensais vraiment pas que mes joggings ça me dérangeait. C'est des joggings très confortables, très chaudes. Thomas, comment tu peux penser que des joggings, ça me dérange pas? C'est genre la chose que, sérieusement, je pense que je reçois le plus comme une insulte. Des joggings. En général, oui. Si je t'invite à quelque part puis t'arrives en jogging, je vais être blessé. Tu me fais jamais de nulle part. Non, je sais parce que j'ai peur que tu mettes des joggings. À ton show. T'étais pas en jogging. J'étais en costume. Et j'ai apprécié. Tu vois, quand tu m'invites, je fais là, mais quand je me dis, c'est notre aire commune, on est confortable, on est bien, je peux être moi-même, et j'apprends que non. Non, peux pas tu être peux pas moi-même. être tant que ça toi-même. Je comprends. Faut que tu sois un peu en représentation de toi-même. Parce que des fois, ouais, je t'entends. Non. Puis là, on n'est pas non plus sur un sideline de court de basket. Fait Plus que facile boire. Plus facile. c'est plus facile boire que le verre, cet objet millénaire qui a permis à l'humanité de faire. T'es pas LeBron James! Je veux être LeBron. Mais je commence, une étape à la fois. Ben oui, mais moi aussi, je veux être Baudelaire, mais j'en sais pas une raison pour pogner la syphilis tout de suite. Tu sais, ça y va progresser. Moi, je t'encourage à pogner la syphilis. J'ai essayé Moi aussi, toute ma vie. Pas toute ta vie. Ah, j'ai essayé fort. Je sais avec qui tu couches, puis c'est pas les gens qui ont la syphilis. Je peux te présenter du monde qui a la syphilis. Dans les commentaires, si vous avez la syphilis et vous voulez que... Identifiez-vous. Oui, et vous voulez que Philippe réalise son rêve, commentez. Non, Homme ou mais femme? c'est juste Parce que le que but, c'est j'ai de- pas le talent de Baudelaire pour la poésie, évidemment, mais je peux avoir quelque chose de lui. Puis à date, La syphilis, c'est le plus accessible. je comprends. Ça coupe les cheveux? Tu peux avoir la coupe de cheveux. Non, parce qu'il y a un peu de calvitie, Baudelaire. Tu peux avoir ma coupe de cheveux, mais j'aurais jamais ta coupe de cheveux. C'est pas faux. C'est C'est accessible. pas faux. Tu vois, en fait, ce que je suis en train de comprendre, qu'est-ce que ça te fait que je porte une casquette? Moi, ça me fait vraiment mal. OK, Parce que je suis jaloux. OK. Parce que si j'avais des beaux cheveux, Mais ça te fait mal. C'est comme si je te crachais un peu en pleine face. j'irais pas C'est la même chose avec les jogging, Thomas. J'irais pas jusque-là. Puis le fait qu'en plus tu sois commando en dessous, ça, c'est juste l'insulte à Pourquoi on l'injure. dit commando? Parce que j'ai aucune idée, puis ça me tente pas de fouiller. OK, parfait.
Ça me tente tellement pas, là, parce que tu t'en vas dans des méandres. Fais juste écrire commando, pas de culotte. Non, c'est pas des belles affaires. Ben, c'est ça. C'est pas des belles affaires. Ça va t'amener sur des affaires que... T'es là-dessus? Du coup, Julien, découvre-nous ça. Hey, c'est à tes risques et périls, hein? Mais cela dit, oui. on revient à nos moutons. Oui, parce que les gens qui cliquent littérature 3 sont très déçus. À date, oui. On parle de livres, Thomas. Ouais. On fait ça on chaque a année. apporté des livres. On fait ça à chaque année. On l'a pas fait l'année dernière. On l'a fait à chaque année. C'est en le tout cas, troisième. Ouais, mais je trouve qu'on a peut-être une année qu'on a... 2023, on l'a pas fait de toute l'année. Alright. On commence 2024 avec ça, mais genre, on l'a pas fait en 2023. Pas possible. Puis ça a été une douleur perpétuelle. Moi, là, j'avais ma bibliothèque dans mon char pour en parler. Mais là, c'est bon. Je suis prêt. C'est OK, parfait. J'ai tellement de livres, là. Génial. Commence. C'est quoi le premier livre dont tu veux nous parler? Difficile à dire. Prends le premier. Ouais, mais c'est parce que en fait, j'étais parti sur une thématique de proposer des livres de moins de 200 pages. Oui, puis t'as pas réussi. Et j'ai tellement pas réussi. Un des deux. Okay. D'abord, très rapidement, un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'intitule Les Envolés par Étienne Kern, K-E-R-N. Étienne Kern, qui raconte, inspiré d'une histoire vraie, c'est que le 4 février 1912, il y a, et ça c'est prouvé, il y a des images de ça, un gars qui s'est lancé de la Tour Eiffel pour, dans le fond, tester sa combinaison de parachute. Il y a une image de ça? Oui, oui. Et je suis même pas sûr si c'est pas genre la première mort, le premier fail de l'histoire. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont... J'ai vu une image de gars qui se lançait d'un ravin. Ah, peut-être. Parce que les gens, ils croyaient voler comme les oiseaux. Ouais, non, mais c'était pas ça. C'est que lui, en fait, c'est que c'était le début de l'aviation et il y avait énormément de morts. Donc, il fallait... Le parachute, le concept existait, mais l'idée d'une combinaison, c'était pas encore... Et ce qu'on raconte, en fait, c'est l'histoire de ce gars-là. On lui donne une identité. Il y a des traits biographiques, très certainement, mais on crée une espèce d'histoire. Puis c'est un gars, en fait, qui est très, très attachant. Et ce qui est beau dans ce livre-là, c'est que à l'origine, bon, c'est un couturier et tout, donc il y a une petite maison de couture comme un tailleur, en fait, comme à l'époque. C'est comme ça qu'on se faisait des vêtements, c'est que tu allais chez quelqu'un qui confectionnait pour toi, c'était pas des magasins. On peut rire qu'un couturier, c'est confectionner une espèce de patente pour voler. Mais c'était ça. Les frères Wright, c'est des gars de Bessic. Oui, puis je veux dire, à l'origine, les avions étaient en toile, puis c'est comme c'était textile, l'aviation. Tu peux pas apprendre l'aviation, ça n'existait pas. Non, mais c'est ça. Et donc, ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est d'avoir toute la sensibilité de quelqu'un d'extrêmement renfermé, qui est en fait un romantique. Puis c'est ça qui est beau dans ce livre-là, c'est que on est encore dans les années pré-Première Guerre mondiale, donc les belles années, je crois. C'est pas les années folles, je pense que c'est la Belle Époque. Puis... Les années folles, c'est les années 20. C'est les années 20, mais la Belle Époque. Puis, en fait... Donc, il y a une espèce d'optimisme. Puis l'autre chose qui est magnifique dans ce livre-là... On pense aussi qu'on est au maximum de la technologie. Ben, il y a ça. La science est au maximum. Ben, c'est qu'en fait, la façon dont il parle de l'aviation, c'est un peu comme nous quand on parlait de la technologie numérique. Fait que c'est un monde qui s'ouvre. C'est quelque chose de fascinant. C'est les plus audacieux, les plus riches qui vont là-dedans. Et tout cet aspect un peu, justement, comme je disais, romantique à l'aviation, l'aspect héroïque même, on le retrouve là-dedans parce qu'il y a toute une histoire avec un confrère qui est devenu comme passionné d'aviation, qui est mort un peu. Mais c'est vraiment en filigrane. Tu meurs ou tu meurs pas. Mais c'est tout en filigrane. Et en fait, ce qu'on raconte, c'est une vie... Ça peut être beau, ça peut être triste, mais il y a quelque chose d'extrêmement émouvant c'est une vie qui se résume finalement à une image de quelqu'un dont on rit 100 quelques années plus tard. Qu'on fait l'épée de loser, nanana, c'était sûr que ça allait pas marcher. Mais l'innocence, la volonté, tout ça est remis en perspective et finalement on découvre que il y a une humanité profonde et touchante avec ce personnage-là. On rit de ce gars-là. Mais on n'a pas à rire. Il est courageux, man! 1 et 2. OK, toi tout ce que... Oh, c'est facile de voler. Ouais, t'as acheté un billet d'avion. Ouais. Avec la carte de crédit. Ouais. T'es allé. Ouais, à Cuba. Facile. Tu penses que c'est facile. Ouais. Mais je t'ai dit dans ta cour, vole 10 mètres. Ben, saute de ton toit sans te blesser.
Ben Puis- ça, c'est difficile. Non, Ça, mais c'est les ça. seuls- à notre époque, les seuls qui font ça, c'est ceux qui trippent sur la lutte, puis Ouais, sur Jackass, ouais. puis qui veulent être viral. Exact, ça c'est nice. En fait, Mais- ça, dans le fond, c'est le premier Jackass. C'est Johnny Ben, Knoxville. C'est un peu ça parce que en fait, il raconte ses tests, puis tout ça, puis la confection, puis en fait, il y a toute une histoire d'amour triste aussi qui se développe, puis c'est une tragédie, mais c'est ça que j'ai aimé de ce livre-là, c'est comment restituer l'existence de quelqu'un d'une certaine façon qu'on méprise. Mhm. Puis finalement, tu deviens hyper attaché, et ce qui est fabuleux, et d'où la réussite de ce livre-là, c'est que tout le long, tu te demandes si tu vrai ou c'est pas vrai, parce que c'est un personnage auquel on n'a pas vraiment pris le temps là, de créer des grandes biographies, puis tout ça. C'est plus un meme que. Un autre peu. chose. Puis là, finalement, tu découvres, en fait, peu importe qu'elle soit vraie ou pas, tu le sais finalement que il y a l'énigme de son humanité qui est là et c'est juste amplement suffisant. Mais c'est que tu revois les images, puis tu revois l'intention, tu revois l'émotion et c'est ça qui fait que c'est bouleversant finalement. T'as parlé d'une histoire d'amour. L'histoire d'amour. Ben en gros, c'est qu'il y a une fille qui apparaît dans son atelier avec sa petite fille, puis bon, il devient un peu une figure un peu grand frère paternel auprès de la petite fille, puis la mère, bon, ben là, je vais pas dévoiler tous les punchs, mais bon, tout ça pour dire qu'il devient une espèce de... Il devient amoureux d'une femme, puis c'est un amour impossible, puis d'une certaine façon, et là, c'est la portion romance, la démonstration est probablement une réponse à cette espèce d'amour malheureux-là. Fait qu'en plus, non, mais c'est d'où... peut-être suicidé. Non. OK. D'où le double romantisme, en fait. C'est-à-dire que tu as tout le romantisme de l'aviation, de l'inconnu, La l'aventure, la science, mais qui est comme artisanale plus que scientifique. Puis de l'autre, tu as son espèce de quête personnelle de vouloir fondamentalement toucher quelqu'un et servir à quelque chose dans la vie. Puis ça, condensé ensemble dans un livre d'à peu près 200 quelques pages, c'est vraiment, vraiment émouvant. Puis c'est sincèrement... c'est un style qui est très, très fluide. C'est pas du tout ardu. Au contraire. Puis je pense que en fait, c'est impossible de ne pas être touché. Fait que là, ça s'intitule « Les Envolés », au pluriel, évidemment, de Étienne Kern. Cela dit, l'autre truc, je vais faire un 2 pour 1. Pas de problème. Ça, c'est un livre là, qui m'a... J'ai entendu une citation, puis j'ai fait d'où ça sort, et tout de suite, je l'ai lu. Et c'est donc, autrement dit, ça s'intitule « Le parfum des fleurs la nuit » par Leila Slimani, qui est très connue pour avoir écrit Chanson douce, d'avoir gagné le Goncourt, il me semble. Là, oui, le prix Goncourt, avec Chanson douce, Le pays des autres. Bon, je pense que Leila Slimani, dans le monde de la littérature, puis ceux qui l'aiment, il n'y a pas grand-chose à prouver chez elle. En fait, c'est quoi ce livre-là? C'est vraiment intéressant. C'est que, et ça part d'une vraie histoire, c'est que Leila Slimani, dans le fond, elle se fait offrir d'aller passer une nuit dans la Pointe de la Douane, qui est comme un peu le musée de la Fondation Pinault à Venise, en fait. C'est un grand musée par une fondation d'un milliardaire. Puis dans le fond, elle se fait offrir d'aller passer une nuit complète dans le musée seule. Et ce qu'on lit là-dedans, c'est en fait le fruit de cette nuit-là. Mais c'est toute une réflexion, en fait. Moi, je pensais que ça allait être telle œuvre, voici la description. Non, en fait, c'est tout un rapport. En fait, ce qu'elle décrit là-dedans, c'est tout un rapport à l'écriture, à la création puis à la solitude. Puis cette espèce d'adéquation nécessaire entre la solitude et la création. Puis c'est vraiment une auteure qui s'exprime sur sa propre, dans le fond, sur sa propre discipline d'une certaine façon. Dans tous les sens, sa discipline artistique, mais sa discipline personnelle. Et il y a des passages fulgurants. Et quiconque a un rapport à l'écriture, et quiconque, en fait, est en recherche de sens par rapport à son écriture, je trouve que c'est un livre... En fait, tu sais, on dit ça au cinéma, genre ça, c'est un film de cinéaste. Genre 8,5 Fellini, là. Exact. Ou les films de Tarkovsky. Tu sais, c'est genre... C'est pas grand public, mais les gens qui ont une quête dans ce sens-là, c'est un film qui va faire un écho fondamental. Des fois, tu as ça aussi chez des albums, là, tu sais, comme personne n'a trippé sur 808 de Kanye, mais tous les musiciens... Ça a changé des vies. Je pense que c'est un livre un peu qui va dans cette vague-là par rapport à l'écriture, c'est-à-dire que si ça t'intéresse pas, tu vas probablement... À moins que tu aimes Leila Slimani, si l'écriture t'intéresse pas,
ça va peut-être te passer 6 pieds au-dessus de la tête, mais si l'écriture t'intéresse, si t'aimes Leila Slimani, si t'aimes l'art, si t'aimes la recherche, si t'aimes... tu vas capoter. Et permets-moi de te lire l'extrait et je suis sûr... C'est l'extrait qui t'a amené à vouloir lire le livre. Et ça tombe bien parce que c'est pas un spoiler, c'est littéralement le premier paragraphe. OK. Donc, le livre commence comme ça. Ça commence en force. La première règle, quand on veut écrire un roman, c'est de dire non. Non, je ne viendrai pas boire un verre. Non, je ne peux pas garder mon neveu malade. Non, je ne suis pas disponible pour déjeuner, pour une interview, pour une promenade, une séance de cinéma. Il faut dire non si souvent que les propositions finissent par se raréfier, que le téléphone ne sonne plus et qu'on en vient à regretter de ne recevoir par mail que des publicités. Dire non et passer pour misanthrope, arrogant, maladivement solitaire. Ériger autour de soi un mur de refus contre lequel toutes les sollicitations viendront se fracasser. C'est ce que m'avait dit mon éditeur quand j'ai commencé à écrire des romans. Avais-tu une bonne? Quoi? Il y a 20 minutes. Ouais. J'étais dans le studio, j'attendais. Je niaisais sur Instagram et je suis tombé sur le compte de Snoop Dogg. Snoop Dogg a partagé une vidéo de Michael Jordan dans les années 90 qui expliquait c'est quoi le succès. Puis il dit à peu près ça, moins bien exprimé. Ouais. Où il dit, pour avoir du succès, il faut penser juste à soi. Puis il faut avoir une vision de tunnel. Puis penser juste à soi pour réussir. Et je trouve ça extraordinaire que cette femme-là, elle dit doit être beaucoup plus profonde et beaucoup plus belle que juste Michael Jordan. Qui dit à côté de sa femme, moi je pense juste à moi et je me calisse d'elle. Ça, c'est la grandeur de Michael Jordan qui... Je pense, d'un point de vue... Mais c'est le même processus. Oui, mais je pense que d'un point de vue strictement personnel, The Last Dance a totalement tué mon admiration pour lui personnel, je veux dire. Là, statistique, c'est une autre chose. Mais si ça vous a interpellé, ce que je viens d'écrire, là, le reste du livre n'est qu'une suite de réflexions de cet ordre-là qui fait comme... Mais il n'y a pas d'intrigue. En fait, l'intrigue, c'est... Non, mais c'est intéressant parce que en fait, ça commence, puis elle dit non, puis dans le fond, tu sais, on comprend. Parce qu'elle est en train d'écrire un roman à ce moment-là, puis d'où le nom, parce qu'elle n'est pas capable de... Elle explique tous les clichés. Là, je m'enferme, j'écoute de la musique, nanana, je mange pas, je mange trop bon. Toute l'espèce de processus laborieux quand on essaie d'écrire quelque chose, qu'on essaie de mettre... Et là, elle a dit oui à cette espèce d'affaire-là. Donc, en fait, ça pose l'idée qu'elle est allée à contrario de son instinct puis de son besoin pour accepter ça. Mais l'offre était trop belle. Puis en fait, elle fait ce qu'on a tous dit à un moment donné ou à un autre quand tu es dans une démarche d'écriture, c'est pourquoi j'ai dit oui à ça? Puis là, à un moment donné, au début, c'est comme oui. Puis là, tu sais, je suis en train de le vivre en ce moment d'ailleurs. Là. Tu sais, c'est comme t'es face au labeur, t'es face à l'Himalaya, puis t'es en gougoune finalement. Puis ça, c'est ce livre-là en fait. Et la quête, c'est qu'est-ce qu'elle va finir comme quand le jour va se lever, ça va être quoi la conclusion? Puis c'est ça que j'aime. C'est que tu traverses la nuit avec elle, dans sa tête, dans ses pensées, dans sa solitude. Puis là, après ça, il y a des réflexions sur la famille. Il y a beaucoup... C'est vraiment... tu sais, je te dis, c'est même pas 150... ou à peine. C'est 150 pages à peine. Mais c'est super bien écrit, très serré. Et c'est un des meilleurs livres sur l'écriture que j'ai lu dans ma vie. Littéralement. Et c'est à ce point que je pense... que c'est une lecture... Tu sais, comme j'enseignerai à l'école de l'humour, même si ça n'a rien à voir avec l'humour, mais je pense que j'obligerais la lecture, très certainement de certains passages, mais je pense que j'obligerais la lecture parce que j'oserais même dire que si tu aimes lire, ça redéfinit ton rapport à la lecture parce que tu vois un peu l'envers du décor. Ouais. Mais il faut que ça te touche. Parce que, comme tu dis, il n'y a pas une histoire claire, nette de qui est l'inspecteur. C'est intéressant, un roman sur écrire, parce qu'on écrit tous un peu. On écrit tous des courriels. On écrit tous des... Savoir bien écrire, Oui, mais je pense que, tu sais, c'est pour ça, mettons, moi, j'ai lu un... Puis je comprends qu'écrire un courriel, c'est pas écrire un roman, mais des fois, quand tu te mets à rédiger... Mais quand tu commences à sentir que... Tu sais, ben, je sais qu'on n'a pas la même expérience à l'école de l'humour par rapport à ça, mais moi, à l'école de l'humour, c'est vraiment M. Dilala, là, Antonio, le professeur de français. Moi, je considère que c'est vraiment quelqu'un qui m'a appris à écrire. Dans la mesure où il m'a pas appris à l'alphabet, les accords et tout. Il m'a appris à écrire, transposer mes émotions et mon style et mon verbe sur le papier. C'est peut-être le meilleur prof que j'ai eu dans ma vie, moi.
je suis pas mal... Il y a de quoi d'ironique que le meilleur prof, peut-être dans la province, il est à l'école de l'humour. Non, je trouve qu'au contraire, ça en dit beaucoup, moi. C'est beau. Comme, premièrement, je trouve qu'il y a un côté... Ah, l'autre affaire que j'aime de cet extrait-là, c'est que c'est la première fois, de façon aussi poétique, comme tu dis, qu'on parle que quelqu'un aborde de façon aussi claire, nette et précise le côté... C'est-tu sacerdotal qu'il faut dire ou sacerdotal? Peux-tu fouiller, Julien, s'il vous plaît? Ben, il ne saurait pas comment le dire, il va le lire. Bref. En fait, le côté, l'aspect sacerdoce de l'écriture, c'est-à-dire le sacerdoce, en fait, c'est un sacerdotal. OK. Le côté sacerdotal de l'écriture, c'est-à-dire que c'est quoi un sacerdoce? Un sacerdoce, c'est un peu comme quand tu rentres dans les ordres religieux, c'est-à-dire que tu dédies ta vie un peu isolée, consacrée à une cause juste et infinie. Donc, autrement dit, il y a un côté Sisyphe là-dedans. Là. Puis, c'est la première personne qui en fait, c'est ça peut-être le sujet, finalement, du livre. C'est l'aspect sacerdotal de l'écriture et de la création. Un autre livre intéressant sur l'écriture qu'on a déjà parlé, mais je répète, c'est... Je sais pas, en français, c'est sûrement sur l'écriture, mais Stephen King a écrit... On Writing. Ouais. Il a écrit un... Je l'ai encore ici? Non. Mais il a écrit un roman c'est très bon. Génial sur l'écriture. Ouais. Il y a 2 parties au livre. La première partie où il explique son parcours, qui est correct. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est comment il pense à l'écriture. Puis aussi, il commence le livre en disant... Il y a beaucoup de livres sur l'écriture, je vous l'accorde, mais il n'y a pas beaucoup d'écrivains, de best-sellers qui ont fait ça. Moi, c'est pas faux. J'écris du point de vue d'un gars qui écrit des livres... Je te dirais que c'est le cas ici. Mais de façon beaucoup plus poétique. Parce que c'est assez pragmatique, sa façon d'écrire. Là où je voulais en venir aussi, c'est qu'il parle beaucoup d'écriture. Puis un truc qui est intéressant, c'est que aussi il aborde l'écriture et la solitude. Puis il dit dans ses premières années, il était très isolé. Ouais. Pour lui, l'écriture, c'était quelque chose d'isolé. Puis il s'isolait dans son bureau. Et il a compris avec le temps que son bureau la porte devait toujours être ouverte. Puis il s'est acheté un bureau pour que sa famille soit autour. Il s'est acheté un bureau en U pour que sa famille, son enfant puisse dessiner à côté de lui, pour que l'acte d'écriture se coupe pas de sa famille. J'ai trouvé ça super beau. Et aussi, il dit aussi, dans ses premières années, il consommait. Fait que c'est normal qu'il s'isole. 1, tu veux pas être avec ta famille quand tu consommes. Et 2, souvent la consommation, ça isole. Mais quand il a arrêté de consommer, il a dit l'écriture, ça fait partie de ma vie. Puis tu sais, le soir, il lit avec son épouse. Il lit avec ses fils. En toute franchise, là, parce que je suis d'accord, puis je trouve ça super beau. Ça marche. Pour lui, ça marche. C'est ça. En fait, ça me fait penser, tu sais, les acteurs qui font ma méthode, là, tu sais, ils expliquent, là. Ouais. Tu fais comme, ben ça marche pour toi, mais comme, moi, ça n'a pas marché. Il y a Laurence Olivier qui avait quoi de génial. Il jouait avec Dustin Hoffman, puis le personnage de... Marathon Man. Ouais, il torture Dustin Hoffman, fait qu'il n'a pas dormi pendant 48 heures. Puis jouer, c'est super difficile, puis il fait « j'ai pas dormi pendant 48 heures ». Puis Laurence Olivier a dit la phrase célèbre « Don't you try acting my boy ». Don't you try. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que Laurence Olivier, pour le placer en contexte, c'est probablement un des plus grands, sinon le plus grand acteur anglo-saxon du 20e siècle. Ouais. Surtout de théâtre. Et qui était... Oui, mais c'est ça son chef-d'œuvre, c'est que généralement, surtout les acteurs de cette époque-là sont très bons soit au cinéma et très mauvais au théâtre, ou très... Mais la compatibilité des deux disciplines est rarement réussie. Puis lui, au contraire, il était bon dans les films policiers, les grands drames shakespeariens. Il était comme bon dans tous les registres. Amour, je peux me tromper, mais il est dans Rebecca, puis il est exceptionnel. Oui, non, c'est un immense acteur. Fait que, ouais, c'est ça, mais je comprends. Mais tout ça pour dire que ces deux livres-là, ce qu'il veut dire, c'est que tu peux faire semblant. Là. Ouais, mais comme... En tout cas, il y a toute une question de confiance. Hein. C'est comme Stephen King. Probablement que Stephen, quand... Tu sais, pour vrai... Je sais pas s'il est content de ce qu'il a écrit, mais je pense que quand tu es capable, dans ta vie, d'avoir le luxe de ton temps, parce qu'à un moment donné, c'est ça le trip quand tu deviens un auteur à succès, c'est que tu as assez d'argent pour te consacrer. Longtemps, il était prof. Oui, Ses premiers succès, il était prof. Mais je veux dire, à un moment donné, il y a un trip qui devient que ta vie se consacre à l'écriture, donc tu deviens maître de ton temps, donc tu deviens maître de ta façon, puis, tu sais, oui, il trip, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a trouvé sa façon, mais moi, je crois profondément à ce que dit Leila Slimani. Ce qui est génial, c'est d'avoir les deux points de vue. Ouais. Ça fait aussi une question de personnalité. Mais moi, j'écris très, très mal en présence de... En fait, en même temps, je dis ça, puis dans les cafés, ça se passe... Mais il faut toujours que j'ai un casque d'écoute. Il y a tout le temps un moment isolement. Tout le temps, nécessaire. Mais en tout cas, c'est 2 livres que j'ai lus cet été. Il y avait Neil Brennan qui disait... ça, c'est par rapport à l'écriture de scénario.
Il disait l'écriture, c'est comme la pêche. Amène un ami, c'est plus facile. Ah, j'avais pas l'idée. Ah, puis j'aime l'image de la pêche parce que c'est vrai que Tu te lèves tôt le matin, c'est plate, t'attends. t'attends, Tu jases. tu lances des lignes à l'eau, t'essaies. Moi, c'est ce que j'aime de la création. Puis aussi, j'ai compris ça avec la parentalité. Plein de méthodes sont tout à fait adéquates. Puis l'important, c'est la changer ou la trouver. Et Ouais. force à rien. Et sois pas comme Michael Jordan. Pourquoi pas? Parce que je pense que c'est un tas de marde. Peut-être, je sais pas. T'as-tu entendu son discours au Temple de la Renommée? J'écoute chaque année, je trouve ça hilarant. C'est un super discours. Qui niaise ses enfants, Ouais. qui en veuille encore à son coach malgré tout. Ouais. Mais c'est pas quelqu'un de bon, ça. Je sais pas s'il est bon. Ben, il est pas- il est talentueux. Non, c'est un tas de marde. Il a poussé Tiger Woods au vice. Je pense que Tiger Woods est capable tout seul de faire la Oui, des mais je pense qu'il est capable. Je pense qu'il a été une figure de mentor dans la luxure et le Il est péché. capable. Puis, tu sais, on peut arrêter aussi. Là. Ah, j'ai fait l'amour à des prostituées, c'est à cause de mon père puis de Michael Jordan. Totalement. OK, man. C'est peut-être une des raisons pourquoi tu n'as jamais pu arrêter. Si tu penses que c'est la faute des autres, si Oui. tu agis mal, bonne chance Dans le cas d'arrêter. de Tiger, il était blanc comme neige. Très mauvaise image là, dans son cas, là, mais il était blanc comme neige. All right! De blague comme neige. C'était pas voulu. En passant de la biographie de Tiger Woods, exceptionnel. Il craque 4 mains. Ah ouais, je savais pas. Exceptionnel. Ah ouais? J'ai préféré le livre. Ah oui, elle est rouge, hein, puis c'est comme une photo de sa Ouais. face. Là. Coupée en deux. Oui, elle est bonne, elle. C'est Je savais extraordinaire. pas que c'était lui qui... Ah oui, elle était... Ah oui. Mais c'est pas lui qui l'a écrit. C'est 2 journalistes amis qui ont écrit ça ensemble. Non, c'est vrai, je l'avais lu à l'époque Ah. du Combat national des livres. Meilleure anecdote, ça part de même le livre sur Woods. Ça commence avec sa mère. Ouais. Sa mère vietnamienne. Et t'apprends que sa mère s'est fait vraiment niaiser par son père. T'apprends dans le livre tout le long que Earl, il est pas tant... En fait, Earl... Si t'aimes pas Michael Jordan, tu vas Puis pas triper sur Puis, Earl. en fait, Earl Woods. pour moi, c'est un mélange de Michael puis le père des sœurs Williams. Oui. Il y a un mélange de... En fait, le pire des deux Oui, le pire des deux. s'incarne dans Earl Woods. Et elle a vraiment souffert, cette femme. Alors, quand il est mort, Earl Woods, c'est une personne qui a un gros ego. Ouais. Et tu dis, ils ont de l'argent. Tu dis, le père de Tiger Woods, il va avoir un monument. Sa tombe, ça va être gigantesque. Mais sa tombe est cachée. Tant Sa mieux. femme a caché sa tombe. À la fin de sa vie, elle s'est assurée que personne ne sache où il est enterré. Même Fait Tiger, il sait pas? Je pense qu'elle le sait, mais lui, il le sait, la famille le sait, là, mais les gens ne peuvent pas aller se recueillir sur la tombe de Earl Woods. Et c'est comme ça que le livre commence. Puis c'est une belle vengeance. C'est une belle vengeance. Tu m'as fait chier toute ma vie. Moi, je t'ai fait chier dans la mort. Ouais. C'est beau, ça. Je sais pas, ça dépend. Moi, je pense que c'est bon. Ça dépend. Premier roman que je propose, Ouais. Hélène, Et de Otessa Moshfegh. j'ai pas lu. Grande écrivaine. OK. Grande écrivaine. Écrivaine en passant, si tu veux, tous ses romans vont devenir des films. Ça a déjà commencé. OK. Je pense que ce livre-là a été filmé au cours de l'année dernière, puis il est disponible. Il va bientôt être disponible sur vidéo sur demande. Je suis convaincu. C'est un livre exceptionnel. Otessa Moshfegh, exceptionnelle écrivaine. C'est une écrivaine qui écrit sur les femmes, mais le côté très, très, très pervers, méchant, autodestructeur des femmes. Toutes les femmes dans ses romans sont autodestructeurs. Et ce qui est génial, c'est Fait que les masculinistes vont capoter sur ce roman-là. Genre, ça les va regarde. confirmer toute leur thèse. Pas vraiment. Parce que t'es quand même dans la tête d'une... Ben, elle trippe pas non plus les hommes. Hein. Elle est pas comme bou les femmes, ils super les hommes. Au contraire. Dans le livre, son personnage, le père est un alcoolique, lâche, violent, qui a un peu gâché la vie de Hélène. C'est quoi l'intrigue d'Hélène? C'est très, très simple. C'est dans les années, je pense, 50 ou 60. Là où les femmes commencent à être un peu plus épanouies. C'est l'histoire d'une femme jeune, dans les débuts vingtaine, qui n'a pas vraiment d'avenir, qui vit dans une ville dégueulasse, une ville plate américaine, et qui se trouve une job dans un centre de détention pour jeunes garçons. OK. Des jeunes garçons qui sont détenus. Et elle tombe en amour. Pas elle tombe en amour, mais elle se lie d'amitié avec une jeune femme blonde, pétillante, pétante, qui a confiance en elle, OK. qui est intelligente, qui a étudié, ce qui était très rare à l'époque, côtoyer des femmes qui étudient, qui vit seule, ce qui est très, très, très rare, et elle se lie d'amitié avec elle. Et c'est une amitié qui va transformer sa vie. C'est OK. un livre qui se passe sur 2-3 jours. C'est OK. très, très court. Et c'est un livre macabre, dégoûtant. Et ce qui est génial, c'est l'écriture de Tessa.
tout le long du livre, c'est écrit à la première personne. T'as les réflexions d'Elin qui observe les autres, qui observe sa vie, et c'est exceptionnel. Est-ce que c'est drôle? Moi, ça me fait rire, mais c'est de l'humour extrêmement noir, et c'est très, très, très lugubre. C'est quoi l'ambiance? À quoi ça fait penser, ce livre-là? Moi, je trouvais que c'est très Hitchcockien. Ah ouais, OK. Très, très, très Hitchcock. Sinon, ça fait penser... Puis en plus, attends, ils disent « creepy, mesmerizing and sublimely funny in the tradition of Shirley Jackson and early Vladimir Nabokov ». C'est son premier livre en plus. Comme à ton premier livre, t'es comparé à Early Nabokov. C'est bien. Ça part relativement bien, ton projet. Ça ressemble un peu à Lolita, parce que Lolita, c'est horrible, mais c'est dans la tête d'un pédophile pendant 400 pages. Et là, t'es dans la tête de quelqu'un qui va très, très mal puis qui observe tout. Puis donc, tu recommandes? Moi, je recommande ça. C'est extraordinaire. Mettons, ça, à mon avis, ça, c'est une joke. C'est en anglais, j'essaie de le traduire en même temps. Une femme, c'est comme un coyote. Ouais. Elle peut s'en sortir avec très peu. Un homme, c'est plus un chat de maison. Tu le laisses tout seul un petit peu, puis il va mourir de tristesse. Je trouve ça beau. Mettons... Ça me fait rire. Voilà. Mais j'y pense, puis c'est vrai. Anyway, moi, je fais pas quoi. Je m'identifie 100% à ce que tu viens de décrire. Là. Anyway, I don't trust those people who poke around sad people's mind and tell them how interesting they are all. It's not interesting. Il y a de quoi de génial. Je confirme. Il y a de quoi de génial. Je confirme, puis je suis coupable. Puis, je veux dire, c'est un livre, à mon avis, c'est un livre génial. Si des fois, tu trouves que le monde sont fake, si tu trouves que le monde, ils vivent mal, si tu trouves que le monde, tu leur parles puis tu n'arrives pas à connecter avec eux, c'est un livre pour toi. C'est quelqu'un qui dit tout est nul, tout n'a pas rapport. Ouais, c'est quelqu'un qui veut mieux pour elle, mais qui n'est pas capable de l'obtenir. C'est extraordinaire. Et il y a un point pivot, c'est assez exceptionnel. C'est un livre épeurant. Je veux dire, parce qu'on parle beaucoup de maladies mentales, la dépression. Aussi, il y a une autre maladie mentale qui s'en vient. Aussi, il y a des scènes... Voici, ça se passe soit dans la tête d'une femme en colère et en dépression, soit dans une prison pour jeunes garçons dans les années 50-60. Pas la meilleure place où être. C'est pas la même affaire, hein? Ou dans la maison d'une mère qui a un enfant qui va aller en prison. Qui a un enfant qui va peut-être aller en prison. T'imagines-tu comment c'était pourri les prisons des jeunes garçons? Je veux dire, tu regardes des photos de Disney des années 60 puis ça a l'air d'une prison aujourd'hui. Fait qu'imagine une prison de l'époque. C'est extraordinaire. C'est pas un roman policier parce que c'est pas un whodunit. Puis on n'est pas dans Sally Rooney là, non plus, là, si je comprends bien. Là. Non, mais j'y trouve cousine. Ah ouais, OK. Je trouve cousine. C'est du Sally Rooney, mais lugubre. OK. Lugubre. Okay. Il n'y a pas beaucoup de dialogue avec quelques-uns, mais c'est beaucoup. T'es dans la tête de quelqu'un de dépressif. J'ai adoré ma lecture. J'ai trippé. En passant, peux-tu dédier l'épisode à Marilyn Jonca? Ouais! Ah, juste avant. T'as dit comment t'as trouvé cette autrice-là. Moi, voici comment j'ai trouvé. Comment? Là, on peut voir la splendeur des joggings de Thomas. Comment t'as trouvé ça, Thomas? Dans ton sac? Le livre que tout le monde connaît d'elle, c'est ça. Ah oui. Voilà! Ouais. Tout le monde connaît ça. Moi, je suis tombé sur la page couverture. Je l'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est exceptionnel. Et l'idée est géniale. C'est l'histoire d'une femme qui décide, elle veut dormir pendant 1 an. C'est une femme dépressive qui veut... De A à Z? De A à Z. Elle veut prendre assez de drogue pour pouvoir dormir pendant 1 an. C'est une femme qui est dépressive, qui est accro au sommeil. Ses parents sont morts, fait qu'elle a un gros héritage. Elle vit à New York et elle a son ami très girl boss et anorexique et alcoolique qui vient la voir dans son appartement. Elle haït tout le monde, elle est méchante, elle juge tout le monde, puis tout ce qu'elle veut, c'est prendre des pilules, dormir, puis mourir. C'est exceptionnel. Elle va-tu se lancer en humour? Parce qu'à date, elle a les bonnes prémices pour devenir une bonne le humoriste. gars qui a fait le grec, là, qui a fait The Favorite, puis qui a fait... Yanis, je sais pas, il a les droits de ça. Ah, nice, j'ai hâte de voir. C'est sûrement lui qui va le filmer. OK. Ça a l'air bon. C'est extraordinaire. C'est une grande écrivaine. Okay. Grande écrivaine. Elle a aussi un livre de nouvelles, mais j'ai pas trippé. Par contre, tout le monde a trippé avec C'est moi le problème. Ouais, je comprends. Mais grande écrivaine. Vous entendez parler d'elle très, très, très longtemps. Ouais. OK. Ben merci pour ta suggestion. Là, c'est quoi? Vu que j'en ai fait... Ah non, ben veux-tu que je oui, la fois. OK, un livre que j'ai lu que, tu vois, j'ai écorné à mort, là. Qui est devenu aussi une série? Ouais, mais en fait, non. C'est-à-dire que
la série... En Peu fait, importe. non, mais c'est-à-dire que la série est inspirée de l'époque et du décor de ce livre-là. Mais ça, c'est plus un récit, on va dire, journalistique, historique, puis la série, c'est comme une fiction basée sur la réalité. C'est le titre, c'est la série qui m'a mené à ça. Donc, ça s'appelle I'm Dying Up Here, Heartbreak and High Times in Stand-Up Comedy's Golden Era. Donc, en fait, ce que c'est l'histoire, globalement, de l'humour, de la migration de l'humour de New York à Los Angeles. Puis en fait, c'est la scène de Los Angeles des années à peu près 70, mi-fin 70. Parenthèse, pourquoi l'humour a migré à Los Angeles? Parce qu'il y a des Johnny studios. Carson. Parce qu'il y a des studios de télévision. En fait, oui, c'est ça qui explique, c'est qu'au début, tout le monde était à New York parce que les late shows, qui étaient en fait, globalement, les seules options à grand déploiement où tu pouvais faire ton stand-up, c'était à New York qui se passait. Puis Johnny Carson est parti à Los Angeles parce que, évidemment, que t'as le droit, comme, c'est bien mieux vivre à Los Angeles que New York. Fait qu'il y a eu une migration. Puis aussi, tu peux faire du cinéma puis de la télé. Parce oui, que en les plus, studios ben sont c'est là. ça. Ben non, mais tout ça devient, en fait, c'est que l'entertainment tel qu'on le connaît aujourd'hui, puis en fait, ça, je te dirais que c'est un peu post-daté par rapport à aujourd'hui, mais ça explique tout ce qu'on a vécu, je te dirais, jusqu'au milieu des années 2000. Tu sais, même 2010. Nebergadi a une phrase géniale. Il dit, tu vas à New York pour devenir bon. Tu vas à Los Angeles pour te faire découvrir. C'est à peu près ça. Puis, en fait, ce qui est vraiment, vraiment le fun là-dedans, c'est que, premièrement, ça raconte la migration. Donc, en fait, tu comprends pourquoi, parce qu'il n'y avait rien à Los Angeles. La seule chose qu'il y avait, globalement, c'était, puis ça, c'est hot, c'est la naissance aussi du mythique Comedy Store, qui est en fait, Mitzi Shore était mariée à parce que globalement, à l'époque, comment ça marchait, elle était mariée à un humoriste, mais tu sais, qui faisait les premières parties de... Headliner. Ouais, mais tu sais, genre un peu Bob Hope. En fait, ceux qui allaient à Vegas. Parce que, en fait, le top que tu pouvais espérer quand tu étais un humoriste, c'était tu perces à New York, tu es vu à la TV, puis whoop, tu présentes ton show en résidence à Vegas. Tu fais les Catskills, les gens de les resorts un peu de New York, puis après ça, tu vas à Vegas. Fait que c'était ça un peu la destination de l'humour jusqu'à ce temps. Ton rêve, c'était le cauchemar d'Elvis. Globalement, ouais. Pour vrai. Globalement, ouais. Puis... Tu vois, il y a un show, Red Fox, une fois, c'est un grand humoriste américain qui était... Avec son show à Vegas, tout le monde disait « ça meurt à faire, il peut m'amener le filmer. » Puis je l'ai vu sur YouTube, puis tu le vois jouer devant des gens en costume mauve, fumer des cigarettes, puis s'en coller un peu avec une prostituée. C'est super étrange comme vibe. Super étrange. Dis-moi pas que ça te parle pas quand même. Pas vraiment. Pour le fait de fumer puis avoir un costume orange, là, ça, j'aime ça. Thomas, fais-moi pas croire que c'est pas t'es pas attiré par la prémisse que tu viens de décrire. Ouais. Mais ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est que d'abord, c'est la rencontre de plein de gens qui ont défini et redéfini l'humour, c'est-à-dire, tu sais, Jay Leno, David Letterman, tu vois toute cette espèce de migration-là, il parle de Robin Williams, il parle de, en fait, tu sais, tout Richard Lewis, il parle de tous les humoristes qui ont, plus West Coast, mais toute cette cohorte-là des années 70 qui a vraiment, je sais pas, qui a défini carrément la méthodologie, le style, qui a vraiment, en fait, changé l'humour. Parce qu'avant, c'était de l'humour de cabaret, une fois c'était un gars, puis eux, ils sont arrivés avec un autre swag, une autre vibe, il y a plus de storytelling. En fait, c'est l'école de New York, très inspirée par Lenny Bruce, où, en fait, l'humour doit servir à choquer, à faire réfléchir, à transcender les émotions, qui arrive à Los Angeles, puis il arrive dans une espèce de terre littéralement vierge. Puis en fait, le Comedy Store, c'est que le mari de Mitzi Shore, Monsieur Shore, c'est un humoriste un peu on the side raté qui s'est ouvert un club, puis genre, là, c'est un humoriste des années 50-60, fait comme ça va pas bien. C'est des street jokes. À l'époque, c'était des street jokes, puis tu sais, comme en même temps, c'était un peu genre poète-poète, puis comme... Et misogyne, fallait tout le temps qu'il y ait un petit peu de misogynie dans les jokes. Puis, dans le fond, dans le divorce, il laisse son club qui marche pas à sa femme. Genre, c'est ton projet, là, arrange-toi avec ça, ferme ta gueule, puis fais-moi pas chier. Et elle, comme Mitzi Shore, non seulement elle transforme le club, mais de A à Z, c'est-à-dire qu'elle peint en noir, puis tout, comme esthétiquement.
mais elle décide, à ce moment-là, de le transformer en une, entre guillemets, université de l'humour. C'est-à-dire qu'elle a rapidement compris le positionnement qu'elle pouvait avoir parce qu'elle a rapidement saisi qu'il y a beaucoup de gens dans les studios autour qui commencent à chercher des humoristes parce que le show, il reste le même, le late show, c'est-à-dire qu'il faut un humoriste ponctuellement. Où est-ce qu'on va les chercher? Il n'y a pas beaucoup de comédie clubs à Los Angeles. Il y en a encore moins des fiables et bons. Donc, moi, je vais devenir le meilleur, le plus fiable, là où tu vas découvrir des pépites. De fait, c'est ce qui est arrivé. Puis c'est... Moi, l'affaire qui m'a vraiment... Puis après ça, tu vois cette espèce de cohorte des années 70 vivre leur grandeur puis leur détresse fondamentale parce que, je veux dire, c'était... Il y en a un qui s'est tué là, par accident. Là? Ou Oui. S'est tiré dessus par accident? Oui, Freddie Prinze. Ouais. Puis qui est le père de Freddie Prinze Jr., pour ceux qui sont encore pas morts là, aujourd'hui, là, tu sais, qui sont pas encore en gériatrie, là, nous. Là. Mais non, c'est qu'en fait... Histoire tragique de dépression et de drogue. Oui, mais en fait, c'est ça qui est émouvant, c'est que c'est des gars, puis ça, c'est la perspective qu'on oublie, parce qu'on les connaît tous depuis notre vie, pratiquement. Fait qu'on les a toujours vus dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, mais là, on les voit dans la vingtaine, avec cette espèce d'énergie. Personne ne le croit, mais Jay Leno, longtemps, c'était le plus cool. Ben là-dedans, c'est le plus cool. C'est un peu le chef de file. Puis Letterman, il est intéressant parce que Letterman est arrivé de Ball State. Je pense que c'est comme en Indiana, je me souviens bien. Indiana, exact. Il arrive de Ball State, puis lui, tout de suite, il voulait faire de la TV. Fait qu'il est arrivé avec un delivery qu'on connaît aujourd'hui, mais qui est très comme nanana. Puis il dit, tu sais, tout le monde. C'est comme le gars de météo qui fait des jokes. Un peu. Puis là, tout le monde explique que Leno, il y avait ça, une espèce de musicalité très... Puis tu sais, comme on la connaît. Rien n'est écrit, il monte sur scène. Ouais. Pas que c'est faux, le mais... Naturel. Ouais. Puis en fait, à un moment donné, ils ont réalisé que Mitzi, elle faisait beaucoup d'argent parce que c'était plein. Combien étaient payés, les humoristes? 0. Parce qu'elle disait, c'est votre université, c'est là que vous pétez à gueule. Puis d'une certaine façon, c'était pas faux. Et ce l'est encore pas faux. Mais là, ils ont fait une grève, ça a changé un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'a fasciné là-dedans, c'est que oui, le contexte a totalement changé. Oui, l'époque n'est plus la même. Mais les relations entre humoristes... Ça change pas. Ça change pas. L'ego, les guerres d'ego ne changent pas, peu importe. Comment aussi ça se joue sur 5 minutes, des fois, une carrière? C'est ça qu'on oublie en humour. C'est qu'une carrière peut éclater avec 5 minutes. Oh. Puis c'est ça qui explique... On le voit aujourd'hui avec TikTok. C'est un TikTok qui explose. Ta vie peut changer. Non, mais je pense qu'un exemple, puis pour vrai, je veux dire, il y avait un travail de fond avant, c'est pas ça. Mais je pense que pour beaucoup de gens, mettons Pierre-Yves Roy Desmarais est apparu en 3 tunes pendant la pandémie, puis c'est 3 tunes d'1 minute et demie. Ouais, puis ça a donné qu'il y avait un show prêt. Oui, parce qu'il y avait une maturité artistique, puis un talent, Pierre-Yves, puis c'est pas ça le point. Mais ce que je veux dire, c'est que son déclic tient à, globalement, combiner 5 minutes. Ouais. Il y a beaucoup d'humoristes qu'on a vus à Juste pour rire, 5 minutes. Il y a beaucoup de gens sur TikTok qu'on voit, c'est globalement 5 minutes. C'est un extrait, toi, dans mettons, sous-écoute, ton premier sous-écoute, Jerry Alain. Tu sais, ce que je veux dire, c'est comment c'est des moments... Comment l'humour tient à des moments magiques. Toi, pour le show de l'École nationale de l'humour, le nain, c'est la... Ça m'a pas mis sur la map, ça. Ah ouais? La part des gens que je connais qui connaissent, c'est ça. Ah ouais? Ouais. Ça, je savais pas. En stand-up, ouais. Ah ouais? Ben, OK, ben tu vois, moi, justement, je disais ça, puis je suis comme, fuck, j'ai pas mon 5 minutes. Tu l'as? OK, ben merci de me Le nain, c'est rassurer. la falle. Ben merci, mais parce que moi, j'étais tout le long, j'étais comme, c'est pour ça que ça marche Nain, c'est la falle. Nain, c'est la falle. Hydrocéphale. Hydrocéphale, pardonne-moi. Mais j'étais vraiment comme, Chris, c'est pour ça que ça marche pas. J'ai pas mon 5 minutes de, tu sais, comme, qui fait, ah, ça, c'est un humoriste. Mais après ça, en fait, c'est comme si tu évalues mal ce que t'es. Ah, 100%. Et il y a une psychologue qui fait une fortune depuis des années sur cette espèce de très mauvaise auto-évaluation de moi, là. Comme je fais vivre le cercle des psychologues du Québec au grand complet. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous aimez l'humour, c'est pas un livre genre où on a des conseils nécessairement sur l'humour. C'est un livre, je dirais, à vocation historique. Puis comme l'humour québécois est est calqué très souvent sur l'humour américain, ben il y a comme un espèce de « Ah, c'est pour ça qu'on marche de même. Ah, c'est de là que ça vient. » Puis c'est juste vraiment trippant.
de voir, en fait, les grandeurs, les splendeurs et misères, mais beaucoup, 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 beaucoup de misère. Parce que, puis Letterman en parle de même, puis je suis tellement d'accord. Il dit, le talent, c'est comme un cheval. Comme ça se peut que tu as le meilleur cheval, le plus vif, le plus beau, le plus... Mais si tu le maîtrises pas, tu vas te tuer avec. Mhm. Puis en fait, c'est toutes les tragédies de gars qui arrivent à Los Angeles dans les années 70, qui se font mettre à la TV à l'époque où c'est le seul médium, qui explosent, qui sont pas prêts, qui n'ont pas la maîtrise artistique, premièrement. Ils ont une spontanéité, mais ils n'ont pas la rigueur, ils n'ont pas... C'est la naissance de ça, par ailleurs, que tu vois tranquillement naître. Tu sais, Letterman, il s'est construit. Il faisait des open mic. Puis là, il allait dans les gigs. Puis là, à un moment donné, tu prends du galon. Puis en fait, le chemin qu'on vit aujourd'hui à travers les comedy clubs, c'est-à-dire que tu commences par les open mic. Puis là, tu fais une soirée un peu meilleure, un peu plus relevée. Puis là, tranquillement, tu arrives à potentiellement avoir ton heure puis ton spectacle. Mais c'est cette espèce de chemin-là qui existe depuis toujours, finalement, qui est très émouvant à revoir à travers des gens qui ont radicalement changé la perception de l'humour et le visage de la comédie, je dirais, mondial, pratiquement, parce que quand tu parles de... Mais quand tu es américain... Mais quand tu parles d'Andy Kaufman, puis Robin Williams, puis Ellen Boosler, tu parles de monde qui ont profondément marqué le rapport au rire. Puis, c'est bien écrit, c'est en anglais, malheureusement, j'ai pas de... Tu trouves pas? J'ai pas trouvé la traduction, sauf que la série, puis là, c'est le point, la série... C'est comme si, dans le fond, on faisait un film. C'est comme si on écrivait. Il y a une série documentaire meilleure. Sur le Comedy Store. Ouais. Strictement, qui est sur réussi. Crave, il me semble. Ou en tout cas, Apple TV, c'est sûr. Télécharge. C'est ça. Mais la série I'm Dying Up Here, c'est plus comme des personnages composites de personnages que tu reconnais. Oui, on voit Richard Pryor une fois un épisode, mais globalement, c'est des personnages composites qu'on entend, qui représentent, en fait, les gens qu'on... Le gars qui fait des grimaces, c'est Jim Carrey. Ouais, ou tu sais, mettons, il y a un genre de néo-George Jim Carrey Carlin. a développé son style. Oui, en fait, Ouais. puis c'est pourquoi, puis ça explique aussi pourquoi le Comedy Store a une place très, très unique dans l'organigramme humoristique. Pourquoi aussi il devient important? Parce que, tu as raison, c'est le tremplin pour la télé. Fait qu'en gros, c'était, t'apprends à New York, tu deviens bon à New York, tu deviens assez bon pour LA, mais c'est pas parce que LA, c'est plus relevé. Non, C'est parce que Los Angeles, c'est le tremplin. C'est le tremplin. Mhm. Puis là, bon, ben après, tu connais les carrières que tu as connues, là, puis tout ça. Fait que c'est un livre qui est vraiment, 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 vraiment le fun. Puis en fait, ce qui est très touchant là-dedans, c'est à quel point l'humour, ça tient tellement à... C'est tellement fragile, un, l'écosystème, puis deux, une carrière en humour. C'est vraiment... d'une certaine façon, je dirais c'est quasiment émouvant. Si vous lisez ça, puis ça vous intéresse, il y a un livre qui est dans la même veine, qui s'intitule The Late Shift. Et c'est un livre sur... Oui, j'en ai entendu parler. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et là, c'est drôle. C'est plein de scoops. C'est plein de commérages. Et c'est l'histoire. C'est très simple. C'est une histoire vraie. C'est documenté. C'est un journaliste qui l'a écrit. Et c'est quand David Letterman et Jay Leno se sont battus pour avoir le Tonight Show de Johnny Carson. Ben, il en parle un peu là-dedans. C'est fascinant. La rivalité entre les deux gars, quand les deux gars se sont aidés. Parce que c'est David... Au début, ils étaient très amis. Ben oui. Jay Leno est devenu populaire grâce à David Letterman. Parce que David Letterman, il animait un show à minuit et demi. Ouais. En fait, c'est à CBS, il me semble. NBC, c'est CBS plus tard. C'est ça, t'as NBC. raison. Et il invitait souvent Jay Leno, parce que Jay Leno était super drôle. Fait que Jay Leno est devenu populaire grâce à David Letterman, puis il a pris son poste. Jay Leno n'a pas dû capoter sur ce livre-là parce qu'il est vraiment dépeint comme, finalement, un gars qui était cool, puis à un moment donné, il a bu le Kool-Aid, puis il est devenu tas de marde arriviste, puis vraiment manipulateur. Je pense que c'est là-dedans où... parce que ça se confond, là, parce qu'à un moment donné, je suis parti dans une espèce de vortex pour tout apprendre. Mais il a été question qu'à un moment donné, Jay Leno... C'est caché. Tu sais, il savait qu'il allait avoir une rencontre, genre... Dans le placard. Ouais. Dans le Late Shift, il y a un chapitre là-dessus. OK, bon, mais c'est ça. C'est pas une rumeur, c'est vrai. Pour l'histoire, c'est que... c'est rendu de l'ordre de la légende, là, parce que tout le monde a sa... Mais en gros, c'est que il voulait savoir qui allait devenir le successeur pour le Late Show, le Tonight Show. Puis le Jay Leno s'est caché dans le placard de la salle de réunion pour entendre. Ouais. Puis il y avait une affaire avec son agent aussi que... Je dirais même plus loin que ça. Il a pris des notes. Ouais. Puis il a appelé un des cadres, puis il a fait du chantage. Il a dit, chez telle information. En passant, si cette information-là, je peux la divulguer.
Donnez-moi la... Ouais, il a fait qu'il est utilisé comme- cette information-là pour l'avoir. Il est comme un peu devenu tas de marde. Et si vous voulez voir le fruit de cette dissension entre Letterman et Jay Leno, ça existe sur YouTube. C'est David Letterman qui commente la saga entre Conan O'Brien et Jay Leno. Ouais. En fait, c'est toute la finesse de l'humour et toute l'essence de la détestation de David Letterman qui se caractérise dans un 4 minutes et demie où il ne dit rien. En fait, il dit rien, il fait juste répéter ironiquement ce que Jay Leno a dit. Ouais. Mais il fait juste des fois fixer la caméra puis tu comprends 100% de son idée. Puis c'est pour ça que c'est un grand, là, Letterman, entre autres choses. Là, c'est quand tu es capable de faire comprendre sans rien dire. Mais ça vaut la peine, ce petit segment-là, si ça vous intéresse dans l'histoire de l'humour. Je pense que c'est comme Letterman speaks out about Conan. Une affaire de même, là, ça se trouve. Là, puis en fait, ouais. Puis c'est... Mais c'est ça. C'est la fragilité aussi d'une jeunesse hyper créative, bouillonnante. Mais ce qui est génial par rapport à David Letterman et Jay Leno, c'est qu'en bout de ligne, tout le monde gagne. Sauf Conan. Sur le long terme, Conan a gagné. Bien. Tout le monde gagne. C'est ça qui est hilarant. Tout le monde est millionnaire et plus libre. Ouais. Tout le monde gagne. Ouais. Moi, ça me faisait rire quand. En fait, celui qui a perdu, c'est Jay Leno à cause de son image qui a été entachée. Jay Leno, ça dépend des images pour les gens cool, mais Jay Leno, il y a un hangar d'avions rempli de voitures. Il a gagné. C'est pas des Honda Civic en non. plus. C'est qui gosse. Il semblerait. Il a toujours pas touché il paraît. à l'argent qu'il a fait il paraît que. En Tonight Show. C'est juste en corpo. Ouais. T'imagines-tu? Ouais. Jerry Seinfeld, une fois, il dit ça. Il dit: Tu vois que t'as jamais touché à cet argent? Il dit non. Puis il dit: T'as-tu déjà pensé? Est-ce que tu ferais avec? Non. Moi, j'y penserais à ta place. Moi, j'y penserais. Il n'y a pas d'enfant, cet homme-là. Mais. Attends. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il pense quand il check ses chars. Parce que moi, je pense quand je check ses chars, qu'est-ce que je ferais avec son argent? C'est assez fascinant. Magnifique. Mais ce livre-là, The Life Shift, je suis convaincu que c'est en français. Parce que c'est devenu un film HBO. Ça fait, je pense, plus de 25 ans, 30 ans que c'est sorti. Okay. Je suis convaincu que ça a été traduit. C'est vraiment réussi. Ça, je l'ai pas trouvé en français. Puis, mais honnêtement, si vous êtes vraiment des comédies geeks, puis vous êtes à l'aise avec l'anglais, c'est vraiment un des bons livres sur l'humour que j'ai lu. Là. C'est un de ceux que j'ai eu le plus de plaisir à lire, très certainement. Yeah! Ouais. Puis le titre est tellement... C'est tellement ça, là. J'ai jamais senti que je mourrais sur ça. Thomas, ta gueule. Thomas, non. T'as jamais senti cette sensation de « I'm dying up here ». Non, je trouve que c'est exagéré. T'as jamais senti la bouffée de chaleur te monter. C'est pas ça, mourir! On le sait pas, je suis pas mort. On m'a déjà pointé une arme. À 2 reprises, on m'a pointé une arme. J'ai eu bien plus peur quand j'étais sur scène. Non, mais tu comprends l'image, là. Oui, mais gars, peut-être aussi que t'as rien mais vécu. C'est tellement... Non, c'est... Thomas, tu le sais. Cette espèce d'idée que tu veux juste t'effacer de l'existence quand ça va mal. Oui, parce que mon cas, ça va mal. Je pensais que ça va mal, ça va aller mal pour vrai. Ouais. Moi, je suis plus dans l'automutilation que dans mais les donc, autres autrement dit, c'est ça. Tu confirmes ce que tout le monde meurt à sa façon. Il y en a qui meurent. On meurt pas mal tous de la même. C'est la seule chose qu'on a. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée de la métaphore de la mort, tout le monde la vit différemment. Je sais pas qu'elle est fausse, c'est juste que. Mais c'est tellement. Moi, je trouve ça magnifique parce que c'est vrai que quand tu te plantes en humour. C'est horrible. Oh my God, que t'as le goût pour vrai de disparaître. Comme je sais pas comment, tu veux, toi, c'est de l'automutilation. Moi, c'est juste comme une baguette magique, comme. Men in Black, J'ai souvent envoyé des CV après des mauvais shows d'humour. J'envoie des CV dans des trucs de sondage. C'est ça. C'est exact. Ça, c'est pas mourir. Oui, mais c'est ça, c'est qu'il y a une partie de ton rêve qui est morte. Là, comme à ce moment-là, il y a quelque chose en toi qui est mort. Il y a une chose qui est morte. Mais c'est ça que ça veut dire, I'm dying up here, c'est qu'il y a quelque chose en toi. Je sais ce que ça veut dire. Qui meurt. Je trouve juste que c'est exagéré. Ton espoir. Ça peut être juste ta belle soirée. meurt. Mais avec une efficacité, là. Puis tu manges des beignes, puis ça part. Non, ça prend un autre bon show pour que ça reprenne. Moi, des beignes. Non. Moi, c'est du sucre. Non, Thomas, fais-moi pas croire ça. Arrête, je t'ai côtoyé.
Puis je veux dire, je t'ai vu te planter, puis t'allais pas bien. Elle est pas bien. T'as mangé des beignes, t'allais pas un vraiment... peu mieux! Mais pas vraiment mieux. Un peu mieux! Puis t'allais pas vraiment pas bien. Puis là, t'as fait un show genre une semaine plus tard, souvent dans des conditions qu'on va appeler... Misérable. Oui. Et là, ça allait mieux. Parce que c'est ça... Mais les bangs, ça contribue. Non, la médecine de l'humour, c'est comme un numéro qui marche bien. Ça, c'est le rêve de tout... C'est la meilleure façon de te guérir quand ça va pas bien. Pendant que tu France, Ouais. et tu te suicides. Oh. Raté. Un livre québécois d'Hugo Meunier. Hugo Meunier, un journaliste exceptionnel. Ouais. Qui a commencé sa carrière en faisant semblant. Mais pas faisant semblant. Il travaillait au Walmart, mais il prenait des notes. Oui. À... Ben, c'était comme un journaliste de terrain beaucoup. Hein? Je l'ai encore. Mais Non, je sais, mais comme... Je me souviens qu'il faisait des affaires genre... au Journal de Montréal, mettons, il avait fait une affaire comme voler un vélo... Non, mais comme... Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vole un vélo en pleine rue? Qu'est-ce qui se passe quand? Puis il était reconnu pour ça. Mais moi, je me trompe, son premier livre, c'est lui qui travaille au Walmart puis qui prend des notes. Il avait un associé. Et là, c'est un roman, c'est tout inventé. C'est l'histoire d'un homme, un acteur raté, d'un acteur qui réussit pas, d'un acteur qui, son couple tombe, il perd sa famille. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il se jette dans le métro et il devient paraplégique. Fait que c'est l'histoire d'un homme paraplégique qui réapprend à bouger avec sa chaise, qui réapprend à manger par lui-même, qui réapprend à tomber en amour, qui réapprend le sexe. Parce qu'il réapprend que tu peux... En fait, c'est l'entièreté de la réadaptation de quelqu'un. Ouais. Puis c'est une partie, mettons, du livre qui est lui avant, comment il s'est retrouvé à se suicider, et lui dans sa chaise. C'est un livre exceptionnel. C'est un livre bouleversant. Je trouve ça génial parce que je pense que tous mes livres ont des thèmes. C'est que t'es triste puis tu veux mourir. Ça. Okay. Et t'es dans la peau et dans la tête de gens qu'on n'a pas accès. Ouais. Je veux dire, t'as pas vraiment accès à une femme des années 60 qui va mal et qui est dépressive. Souvent, c'est des gens qui sont rétrovertis, qui parlent pas. On n'a jamais accès aux handicapés. Est-ce que son écriture journalistique transparaît dans sa stylistique littéraire? Non. OK. Tu lis ça, puis moi, j'aurais jamais cru que c'est un écrivain. Plutôt, je me suis mal à formuler. Oui, c'est un écrivain. J'aurais jamais cru avant tout c'est un journaliste. C'est vraiment, vraiment une histoire, un récit, une intrigue. C'est exceptionnel. Et les meilleures scènes, c'est... Les scènes de sexe? Non, les meilleures scènes, c'est lui en tant qu'acteur raté. Ah, nice. Raciste. Parce que lui, il pense qu'il n'y a pas de rôle à cause que... Ah, parce que la diversité à l'écran? Voilà! Ah, nice! Voilà! Ah, c'est mes préférés. Voilà! Il est au restaurant avec son agent, puis son agent, il dit, tu peux plus dire ça, faut qu'on se dise ceci. Là, tu cries dans des lieux publics que les Noirs prennent tes jobs, arrête. C'est mes préférés. C'est très, très drôle. Ouais. C'est mes préférés. Pourquoi je tourne pas? Ouais, c'est à cause des Noirs. Pourquoi je tourne pas? Ouais. C'est exceptionnel. C'est à cause de la diversité. Ouais. Et c'est là-dedans. C'est très, très drôle. En tenant toujours compte du fait que, en fait, l'acteur, mettons, d'origine haïtienne, on va dire, lui, évidemment, il s'est pas dit ça pendant comme 35 ans. Là. Jamais. Non. Jamais. Puis c'est tellement... En fait, ça, c'est tellement blessant à tous les aspects, cette phrase-là, parce que c'est vraiment, un, dire que t'es meilleur que tout le monde. Ouais. Deux, dire que l'autre, il est pas bon, dans le fond. On y a donné. Puis trois, c'est vraiment dire que les gens qui choisissent sont complètement racistes à quelque part, tu sais. Il y a un racisme, peut-être, entre guillemets, inversé, mais en tout cas... C'est ironique parce que celui qui... Est-ce qu'il fait du théâtre ou il fait à mon souvenir, il fait Orange Mécanique puis c'est raté. Au théâtre? Ouais, il fait Orange Mécanique au théâtre. Puis même tous ses amis comédiens, ils osent pas dire que c'est pas bon. C'est très drôle, ça. C'est sûr qu'Orange Mécanique au théâtre. Puis ça a mon tellement souvenir, récemment. Tu sais que je replonge un peu dans le monde du... J'ai été témoin. Je dis pas où, ni comment, ni quand, mais d'une causerie. Et moi, s'il y a une chose que j'aime dans la vie, c'est... En même temps, qui se ressemble, ça semble. S'il y a une chose que j'aime dans la vie, c'est quelqu'un qui coupe de vin à la main, jambes croisées, dans un décor fastueux, raconte en fait les difficultés du processus et d'une certaine façon se valorise en expliquant comment il a été capable de maîtriser la bête sauvage et indomptable que représentaient ces 6 répliques dans sa pièce. Extraordinaire. Ça, là, ça, c'est mon affaire préférée dans la vie. Et il dit ça en buvant. Oui, mais tu sais,
Bon, évidemment, moi, quand je suis arrivé là, j'ai vraiment senti que j'étais dans un espèce de delta émotionnel. Et Serge est arrivé... Il y a ça, hein? En théâtre, quand t'es hot, tout le monde a un prénom, en fait. Il n'y a plus de nom de famille. Quand tu rentres dans la colonie... Denoncourt, bien sûr. C'est Denoncourt, bien sûr. Oui, exact. Non, c'est même pas... t'as même pas besoin de dire de nom. Je dis Serge, mais c'est une joke en passant. Là, c'est un nom, c'était pas lui. Mais c'est ça, tu sais. Fais le peur de Serge Denoncourt. Non, en fait, c'est pas... Ben... Ouais, on a tous peur de Serge Denoncourt. Moi aussi, j'ai peur de Serge Denoncourt. Ouais, Serge c'est pas Denoncourt, bizarre. Il y a un côté quand même carré. Mm-hmm. Mais oui, ouais. Non, puis tu sais, c'est sûr que quand je dis mère... Mère... Là, il a vraiment fallu... On a fait un gros travail là, avec Denis, puis avec Geneviève à la conception des décors, tu sais, pour que vraiment ça traduise... Hey, man! Moi... Je veux que ce soit ça, le spectacle. Un acteur qui est convaincu de sa profondeur. C'est un acteur profond. C'est mon affaire préférée. Il y a un truc qu'il n'a pas écrit, là, ouais. Un acteur convaincu de sa profondeur avec une coupe de vin à la main, je peux pas te dire... J'ai passé des années, une décennie de ma vie à détester, mépriser, fuir, cracher ça. Aujourd'hui, que le spectacle commence, s'il te plaît. J'ai vécu l'inverse. Ah ouais? J'étais allé voir... En même temps, je suis pas mieux que lui, hein, en passant. Là. Toi, on a fait des petites capsules avec Blake Sniper là, oui. pour une pièce de théâtre. J'étais allé voir la pièce. Ils m'ont invité, ils ont eu la gentillesse. Et... Ils m'ont pas invité, moi. Non, mais je pense qu'il y a encore des... Tu peux encore y aller. Bref, c'était très réussi. C'est très... Tu sais, j'ai pas mon 5 minutes, j'ai pas d'invitation. Très bon, je suis sûr que tu l'as, mais t'as pas répondu à tes estimes de messages. Non, là, je suis rendu bon, là. Génial. Je réponds, même à des gens qui m'écrivent. Ben, à qui d'autre tu veux répondre? Aux gens à qui j'écris. Ah oui, c'est vrai, des fois, tu écris quelque chose, on répond, puis c'est la fin. Oui. C'est vrai. Non, mais en même temps, ça crée un suspense, ça, un genre de frustration. Non, ça crée... Ouais, mais un peu érotique. Zéro. Oh, là, oui, mais je pense pas que c'est érotique. Non, je pense que... Phil, vas-tu être là à 11h30, puis là, il n'y a plus de réponse. Non, c'est comme... C'est pas de l'érotique. C'est rare que je bande quand tu réponds pas. Là, comme, à quel sujet tu veux faire deux princes? Est-ce que... Puis là, il se pointe. Tu vois-tu l'espèce de côté... Il y a quelque chose de... Mais je pensais pas que t'allais venir. Il y a un chakra. Je crois que je suis en jogging. Il y a un chakra qui est fort là, quand j'arrive. Puis le chakra, il est dans le bas du ventre quand je laisse un silence radio. Parce que ça crée une inquiétude sur moi. La rumeur se répand. Qui répond pas à ses estimes messages. Je pense qu'il est mort. Non, je sais que tu vas jamais mourir. Je pense qu'il est parti en Australie. Non, il est dans son appart. Non, il est comme un... T'es comme un chat, tu vas aux 3 mêmes places. Pas mal. Globalement. C'est pas totalement faux. Moi, j'ai vécu l'inverse pour Blake Sniper. C'est une série, c'est une pièce humoristique. C'est une pièce qui se travaille dans la création. C'est des gars et des filles d'impro. Chacun a son mot à dire. Et à la fin, il y avait une rencontre avec un journaliste qui posait des questions sur... mais là, ça se passe en hiver. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le Québec? Puis tous les acteurs qui font « c'est rien qu'un show, on veut juste s'amuser. » C'était super drôle de voir l'intellectuel qui essaie d'intellectualiser une pièce. Puis les comédiens puis le metteur en scène qui font « Hey, on a juste une gang qui veut s'amuser. Puis pendant la pandémie, pendant qu'on buvait, on a eu cette idée-là. Puis on est allé au bout de ça. » C'était hilarant. Mais ça, j'aime beaucoup ça aussi. C'était hilarant. Ça, j'aime beaucoup ça. Mais ce qui est le fun, c'est que dépendamment, eux, ils sont dans... Eux, c'est des... Moi, je considère ça... Ça, ce que j'aime, c'est que c'est des acteurs terre à terre. Parce qu'il y a différentes sortes d'acteurs dans la vie. Le décor, c'était le décor des Ploufs. Ça, c'est mon affaire préférée dans cette pièce-là. Mais en fait, dans le setup de cette pièce-là, mais cette affaire-là me touche beaucoup. Là. Mais il y a beaucoup d'acteurs dans la vie. Il y a les acteurs terre à terre, simples, un peu malgré eux, cool. Généralement, c'est les plus fun, mais c'est les plus rares. Après, tu as les acteurs torturés, l'émotion, le grand texte. Ils aiment ça être en chess à genoux en train de regarder pour vivre une grande émotion. Souvent, leurs parents sont très riches puis ils n'ont jamais vécu une émotion. Pas totalement faux. Souvent, c'est ça. Ils veulent vivre quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Ceux que je connais de même, ouais. Ils viennent d'une certaine... haute bourgeoisie. Pas haute, mais il y a un confort. Il y a eu un confort. Ouais. Mais oui, tu sais, leur moment, je l'appelais leur moment photo de théâtre. Là. Tu sais, ils veulent leur grande photo là, de... Je suis en chess là, avec du maquillage en face, la lumière, puis là, tu me vois grimacer, puis ça, c'est les acteurs, là, torturés, qui, eux, sont comme... Ouais, quand j'ai dit mère... Toujours important de boire pendant que tu réponds. Conseil, si vous voulez être un acteur de tas de merde... pendant que vous parlez, prenez le temps de boire puis de faire chier tout le monde.
Puis l'autre, mais ça, c'est les préférés. Puis moi, je pense que je suis à la lisière entre ces deux cas d'espèces-là chez les acteurs. T'as l'acteur tortureur. Puis t'as l'acteur... T'as l'acteur qui pense que quand tu as un set, tu meurs. Non, ça, c'est l'humoriste de base. Bon. Mais non, t'as l'acteur qui est convaincu. En fait, qui est torturé, mais qui est convaincu qu'il est un gars terre à terre. Ah, c'est drôle, ça. Ça, c'est les meilleurs. Parce que c'est le pire de tous les mondes. Non, là, je suis un gars terre à terre, là. Comme, gars, je coupe du bois, là. Puis là, c'est comme, ouais, mais tu coupes du bois en braillant, là. Fait comme, il y a comme... Ceux qui disent que j'ai pas besoin d'antidépresseurs. Parce que je me lève tôt le matin. Ouais, puis tu sais, moi, je suis dans la nature. Puis tu sais, je laisse aller la poésie de l'existence. Puis comme, non, ça, c'est... Mais moi, je pense que je suis à la lisière entre le torturé puis le gars qui se pense terre à terre. Fait que je suis le pire. Mais j'ai hâte de lire le livre parce que j'ai hâte de voir quel acteur il va être l'homme de raté. Ben, un truc que j'allais dire, En passant des acteurs ratés, si vous en avez un dans votre fil Facebook, c'est la meilleure affaire à voir. Fait qu'ajoutez-moi. Parce que c'est très divertissant. Drôle de note. Pas qu'il me fait penser à ça, mais il pourrait bien interpréter. Tout le long que je lisais ça, si jamais ils font une version cinématographique ou ils font une série. Philippe va le jouer. Non. Hein? Alphée Gagné, il serait exceptionnel pour jouer ce gars-là. Alphée, on a pensé à toi. Ah ouais, un acteur raté. Mais il est drôle. Il est très, très drôle, Alphée. Il est très drôle. Jouer Alphée au restaurant qui explique qu'il n'est pas drôle à cause des Noirs. Ouais. Je suis là tous les jours. Ça doit être hilarant. C'est sûr, c'est drôle. Ça doit être hilarant. Ben, c'est vrai qu'Alphée, il a comme une qualité comique dans son regard. Fou. Ouais. Grand acteur. Oui. Jouer un acteur raté. Puis aussi, tu peux pas le faire jouer par Luc. Ah oui, c'est un truc super drôle que Luc Picard, il joue un gars qui est pas vraiment un bon acteur. Là. Je vais te passer à ça. Ah, dans l'audition, oui, c'est vrai. Un coup de comique Ouais. de Luc Picard. Non, moi, je suis pas un artiste, je tue du monde. Ouais, mais Ouais, Luc, je sais pas. C'est là que tu vois qu'il est bon parce que Tu y crois? tu y crois qu'il est pas bon. Ouais, tu y crois, mais il est extraordinaire. Il Luc dit Picard. son texte trop vite, puis ça marche. Ouais. Mais il serait extraordinaire, elle fait. Elle fait gagner. Fait que, Grand adaptation humoriste. cinématographique, elle fait gagner. Ouais. Mais Parfait. pour vrai, ça ferait un excellent film. Moi, j'en doute pas. C'est très, très drôle. Puis aussi, Ça doit être touchant, en fait. Très touchant. Je veux dire, puis aussi touchant parce que je parle jamais des handicapés. Je sais qu'ils existent, mais j'ai jamais accès à ça. Je parle jamais à des handicapés. Je ne sais pas ce qu'ils vivent, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Ouais, mais t'arrêtes pas de dire qu'il le mérite, dans le fond. C'est ça. C'est ça. Dans le fond, c'est leur fond. Mais lui, ce qui est horrible... C'est ça que t'arrêtes pas de dire. Et autre personne qu'on n'a jamais accès, les gens qui se lancent dans le métro. C'est d'autres C'est anonymes. vrai. Puis les acteurs ratés, on n'a pas beaucoup. Anonymes, c'est 3 anonymes. Les acteurs ratés. 4 anonymes. Les acteurs ratés, les suicidaires, j'allais dire les handicapés, et finalement, les aides aux bénéficiaires. Ceux qui aident les handicapés. Il y a un personnage génial d'un Haïtien qui l'aide, parce que c'est un raciste qui est pogné avec un Haïtien qui a volé sa job, sûrement, là. Ben oui. Ouais. c'est de belles scènes, ça aussi. Il se lie d'amitié avec un préposé aux bénéficiaires haïtien, puis il réalise, ah, c'est du bon monde. Pour vrai? C'est drôle. C'est ça pareil. Souvent, quand t'as eu quelqu'un ou quelque chose, t'en as pas vraiment connu. Souvent. Mais tu sais, j'ai jamais connu une nazie, puis je serais pas, là. T'as connu des nazis. Toi? T'as connu des... Ah oui, je suis un nazi. Rien de moins. Le prochain livre. OK. Tu connais ma passion pour Dua Lipa? Ouais. OK. En passant, c'est correct. Bravo. Wow. Callum. Wow. C'est une... Tu sais, comme être en couple, puis genre, je m'en fous. Ou ouvert. T'as quelle couple ouverte? Ou couple ouvert, plutôt. Moi, je m'en fous. Tu veux pas faire l'amour Ça à Dua Lipa en couple ouvert? Ça me dérange comme pas que, comme, tu sais, comme qu'il y a un gars qui est fucking laid, qu'on dirait genre une omelette ratée. T'as qu'à l'aime. Ben, en même temps, c'est ça que je trouve beau dans ces choix esthétiques de gars, c'est que le rêve devient possible. Quand je les regarde, je fais comme ah! Tu peux coucher avec Dua Lipa, tu penses? Ben, je vois les gars, puis je suis comme, pour vrai, j'étais à 1 an et demi de gym d'être comme pas si pire. OK. Fait que je me lance. Non, mais ils sont pas beaux, là. Excuse-moi, là, les deux cas d'espèce, là. J'ai genre. Je connais pas la vie sexuelle et regarderas... sentimentale de Dua Lipa. Moi non plus. Puis genre, je m'en fous qu'elles soient en couple, ça me dérange pas. C'est ça que je veux dire. Genre, bravo, wow, comme m'en fous. Mais j'ai une passion encore plus grande et vive que Dua Lipa. Il y a une chanteuse qui anime une passion encore plus grande et vive que Dua Lipa, si ça peut se croire. Elle s'appelle Françoise Hardy. Let's go. Françoise Hardy, ben je veux dire, je vois sa photo puis ça me fige. Let's go.
ma chanteuse préférée de tous les temps. C'est une chanteuse qui transperce le cœur, Françoise Hardy. Pour la resituer, c'est elle qui chante Tous les garçons et les filles de mon âge, qui chante Comment te dire adieu, qui chante La maison où j'ai grandi, qui chante... Il y a beaucoup de chansons que là, je dis, mais que... Tu l'entends, tu sais c'est quoi? Exact. Que vous avez entendu au moins une fois dans votre vie, particulièrement ce qu'il y a de fascinant. Dans les films, dans les années 60, où il va en France, ça joue. C'est une manière de faire « Ah, on est en France dans les années 60. » Pour c'est-tu Moonrise Kingdom? Ou le film qui se passe en France? Non, ben, peut-être, mais c'est Le temps de l'amour, là, la plage avec Bruce Willis, là, les deux petits gars, le scout. Là, ça, c'est pas... Ça, c'est-tu Moonrise Kingdom? Je pense. En tout cas, la bande-annonce, c'est une chanson de Françoise. C'est un personnage vraiment lunaire, Françoise Hardy. Là. C'est vraiment un personnage fascinant. Parce que Françoise Hardy, dans le fond, c'est ça, toute l'espèce de moi, mon attrait pour elle, c'est que est arrivée en même temps que les yéyés. C'est-à-dire en 1960. Elle est née en 44. Ouais, elle est née en 44. D'une mère. En fait, son père, c'est une relation adultérine. Son père était marié à une femme. Très français. Ouais. Et sa mère a eu 2 filles du même père. Donc, elle a une sœur, mais le père était dans sa... Puis c'est un monsieur un peu quand même, tu sais, qui avait un certain prestige, un certain confort financier, mais évidemment, en bon français des années 50, jamais aidé ses enfants. Non, il reconnaissait, mais jamais aidé. Oh! Fait que comme elle a vécu un peu dans une misère, puis Françoise, c'est quelqu'un qui était très sage, très à son affaire, une fille très complexée. Première de classe. Ouais, mais très complexée. Parce que, en fait, sa grand-mère arrêtait pas d'y rappeler qu'elle était laide pis tout. Cool, la grand-mère. Ouais. Parce qu'en fait, la grand-mère, sa théorie, c'est que la petite sœur de Françoise, vu qu'elle est deuxième, va toujours bénéficier, va toujours, en fait, être maltraitée du fait qu'elle est deuxième. Fait que je vais un peu blaster Françoise pour valoriser la petite, mais finalement, ça a eu un effet un peu inverse. Et Françoise, solitaire, un peu romantique sur les bars, milieu populaire, à un moment donné, écoute la musique à la radio, découvre le rock des années 60, anglais, et là, elle devient fascinée, puis elle commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui se peut dans la vie qui s'appelle la musique. Puis là, tranquillement, elle a le choix, à un moment donné, je pense que c'est à ses 17 ans, ou 16-17 ans, entre une guitare ou une radio, elle obtient, je sais pas, elle dit elle-même, elle l'explique pas, elle prend une guitare, puis elle commence à gratouiller, puis tout ça, et elle commence à composer ses petites affaires. Elle fait un genre de Le Petit Conservatoire, qui est une émission de radio par rapport, tout ça pour dire, je fais un préambule pour expliquer à quel point elle est fascinante, cette fille-là. Et elle commence à gratter quelque chose qui s'appelle « Tous les garçons et les filles de mon âge ». Puis ce qui est vraiment nice avec Françoise, c'est qu'elle a tellement pas confiance en elle qu'elle écoute comme qu'est-ce qui se passe, puis elle fait « Ouais, Johnny Hallyday, ses arrangements, les musiciens, la prod, quand même pourri. Là. Comme Johnny est bon, mais le reste est à chier. C'est qui son producteur? Vogue, les disques Vogue. Je vais aller chez les disques Vogue, parce que clairement, ils savent pas reconnaître le talent. C'est très drôle, ça. Ouais. C'est très drôle. Et il va. Eux, ils sont comme, ouais, on cherche le pendant féminin de Johnny. Fait qu'ils l'apprennent. Elle fait Tous les garçons et les filles de mon âge. L'affaire qui est fascinante avec Françoise, c'est que c'est une poète, en fait. C'est une poète. C'est à l'époque des années 60, tu sais, on connaît toutes les chansons. En fait, tu sais, des fois, tu connais des hits américains puis tu les entends en français. Tu sais, c'est quoi cette cochonnerie-là? C'était cette époque-là, les yéyés. Fait qu'ils prenaient des tunes anglaises qui traduisaient dans la nuit en français. Au Québec, on faisait la même chose. Oui, mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des hits francophones, des hits, en tout cas des chansons anglaises, ils sont souvent nés au Québec, mais la France, dans sa le maître de ça, c'était René Angelil? Ouais. Avec les baronnesses, c'était le maître de je prends une tonne américaine, Jacques Béquise. Non, puis eux, c'est dans la nuit. Eux, c'est dans la nuit. Mais souvent, les hits français, les hits américains, ils passaient d'abord par le Québec, puis après ça, les Français, eux, ils faisaient leur propre hit parce que. Fait que tu vois, pour dire qu'elle, sa particularité, c'est que non seulement elle joue de la musique, elle compose sa musique, mais à une époque où t'es vraiment un produit de on te met une toune que t'as pas écrite, que t'as pas traduite, puis comme c'est juste ça marche en Angleterre, t'as chantes en France. Elle écrit. Fait que déjà, elle est apparue comme une espèce d'ovni dans cette espèce de
cohorte un peu weird de yéyé hyper quétaine. Puis là, eux, c'est genre Rose Pop Bonbon, France Gall, Sylvie Vartan, Sheila. Elle est comme un peu mélancolique. Puis tu sais, comme, ouais, j'aime l'amour, j'aime la vie. Puis elle fait tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux, savent ce qu'est. Tous les garçons et les filles de mon âge savent ce qu'est être heureux. En fait, elle chante sa mélancolie. Et en fait, ce qu'il y a de génial avec Françoise, c'est qu'elle a on dirait, aucune conscience dans sa jeunesse de ce qu'elle est. Fait que c'est une fille mélancolique, mais qui a comme énormément de succès. Mais mélancolique parce qu'elle n'est pas avec C'est la belle fille qui sait pas que c'est une belle fille. Exactement. Et elle est magnifique. C'est probablement une des plus belles filles de l'histoire de l'humanité, plus que Dua. Genre, Bob Dylan, elle raconte ça dans sa biographie, mais ça, c'est pas sa biographie. Ça, c'est un recueil de textes. Tout ça pour dire que ça, c'est un recueil de textes. Donc, ce qui est le fun, c'est que vous découvrez une grande artiste, franche. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle a 60 ans de carrière, Françoise Hardy. Elle a fait toutes les décennies. Puis à chaque décennie, tu as un disque fondamental de la chanson française qu'elle pond. Et c'est souvent laborieux. Parce que c'est souvent le 5e disque de la décennie qui apparaît ou le premier disque d'une... Tu sais, comme... J'avais oublié que dans les années 60, ils en produisaient de la oui. musique, c'était fou. Puis là, comme elle se ramasse, tu sais, les yéyés meurent. Là, tu as l'espèce de chanson avec Renaud engagé, nanana, mais 68 qui apparaît. Là, les chanteurs engagés, c'est eux qui ont la cote. Là, fuck, qu'est-ce que je fais? Là, elle fait son album La Question, qui est comme un des meilleurs albums de sa carrière, mais que personne n'écoute. Puis elle vendait là, des cartons de disques, puis tout. Puis à un moment donné, elle a comme compris qu'elle n'était plus capable de suivre le beat avec la musique. En fait, elle n'était plus capable d'être bonne instrumentiste ou guitariste. Fait qu'elle a confié la musique à d'autres. Puis là, tranquillement, elle a réalisé qu'elle n'était plus au goût du jour, elle n'était plus à la page. Fait qu'elle a commencé à collaborer. Et ce qui est fou, c'est qu'elle est un delta, justement, là, pour réutiliser le mot, elle est un delta de talents qui ont marqué la chanson française. Étienne Dao, Calogero, Michel Berger. Je veux dire, il y a une tralée de noms qui ont révolutionné Véronique Sanson, entre autres, qui ont révolutionné la chanson. Et elle n'a jamais, dans son humilité, hésité à Alain Bachung. Elle n'a jamais hésité à aller chercher l'aide des autres pour... En fait, tu pensais que c'était pour être à la page, mais c'était pour explorer. Parce qu'elle a des goûts très... Quiconque a travaillé avec elle dit qu'elle a des goûts très affirmés, très décisifs. Puis, et c'est ça qui est beau là-dedans, c'est que ses textes, il y a une mystique. Tu sais pas comment elle écrit, tu sais pas d'où viennent ses idées, tu devines qu'elle parle à son... Parce qu'elle est mariée à Jacques Dutronc, qui était le power couple des années... Ben, il y avait Sylvie puis Johnny, mais eux deux, c'était comme les... Ils étaient plus cool, moi, je trouve. Puis moins quétaines. Puis, dans le fond... elle a écrit des albums pour Jacques parce que lui, c'est un tombeur. Là. Puis, Bravo, Jacques. Ouais, Jacques, il a donné. Jacques, il a donné. Il a fait de l'amour. Beaucoup. Je pense que oui. On le salue. Il y a une anecdote qui... qui me... Quand je me mets dans la position de Jacques Dutronc, je sais pas. Mais j'essaie d'imaginer c'est quoi le 20 minutes après ce moment-là. En gros, ça se passe en 67. Jacques Dutronc, il n'est pas encore connu. Jacques Dutronc, c'est lui qui a fait Les Cactus, Paris, 5 heures à Paris. Il a fait beaucoup de tunes, et moi. Bon, en fait, écoutez Jacques Dutronc, vous allez en connaître sûrement une. Jacques Dutronc, à cette époque-là, il est encore genre assistant, accompagnateur, roadie. Tu sais, il est dans le monde de la musique, mais il n'a pas encore son album. Françoise, elle, en 67, ça fait déjà 5 ans qu'elle est au top. Elle a fait des films. Là, elle est célibataire, mais elle a fait des... Tu sais, comme elle est au top. Puis, c'est la fille... Ça, c'est une autre anecdote, parenthèse. Mais c'est la fille que Mick Jagger a essayé de cruiser, puis elle a fait non. Comme elle a envoyé... Il a fait de l'amour, lui aussi. Ouais. Elle a dit non à Mick Jagger, puis elle était comme... Puis elle savait pas qu'il cruisait. C'est ça que j'aime le plus. Ça pour dire qu'à un moment donné, elle dit, je roule dans ma petite mini Austin, j'arrête un feu rouge, puis je vois Jacques traverser la rue, fait que je le haille, je le klaxonne, puis je lui demande, hey, tu vas-tu nous suivre en tournée, parce qu'elle part en tournée, puis tout, puis il était question qu'il la suive. Elle avait déjà un petit kick dessus, mais c'était pas clair en elle. Mais moi, là, t'es un gars, t'as beau avoir la confiance du monde, là. Tu traverses la rue, ça va bien, tu t'en vas t'acheter des bas, peu importe. Bip, bip. Françoise Hardy qui t'interpelle, qui te parle, qui te dit comment tu vas, viens-tu, vas-tu nous accompagner?
ou la confiance qui doit naître en toi, comment tu dois être au Ou sommet. le bonheur. Tu peux être heureux aussi. Non, mais là, tu dois être au sommet du monde, là. T'as genre, ouais, la plus grande artiste doublée de la plus belle fille Mhm. qui prend des nouvelles de toi en pleine rue. Fait qu'il y a des témoins en plus, là. Je sais pas, moi, c'est un moment de... Et ce qui est très drôle, c'est que Bob Dylan, à un moment donné, il fait un show à Paris, fidèle à lui-même, c'est à chier. Puis, Il y a des beaux concerts. ben, pas depuis 55 ans. Non. C'est pas Moi, c'est le pire concert et de fucking loin. Oui, mais il était vieux, là, en ce cas. Non, ça se fait pas ce qu'il a fait, peu importe. C'est ce qui est extraordinaire, Bob Dylan. C'est ce qui se calisse du monde. C'est ça qui est extraordinaire de Bob Dylan. Non, Oui. moi aussi, j'étais de même, mais faut le vivre pour comprendre que non. Fait que... Mais tu y vas pas, c'est comme Lauryn Hill. Elle va pas arriver sur scène avant 1h du matin, c'est normal. Arrête d'arriver Je sais pas, mais tout ça pour dire que Bob Dylan, il fait son show, il dit ça se passe pas, et là, dans l'entracte, il dit je veux voir Françoise. Extraordinaire. Fait que là, elle va le voir. C'est pas clair ce qu'il dit Dylan, mais en gros, il retourne parce que elle dit moi je l'ai juste écouté, hein. Puis j'ai dit vas-y. Puis c'est ça qui est fou quand tu écoutes comme raconter sa vie. Puis en fait, c'est ça qu'elle fait dans ce livre-là, c'est qu'elle reprend ses chansons, donc on lit des poèmes, puis elle les commente. Puis tu découvres une artiste, tu découvres une vie, tu découvres la profondeur extrême de ses textes, la beauté, la sensibilité, la fragilité. Puis mon point, c'est qu'elle dit, il m'a invité plus tard, genre, je sais pas, le lendemain ou le soir même peut-être, dans sa chambre pour me faire écouter deux chansons. C'est Just Like a Woman puis I'm in Love with You. Puis elle dit, c'est 40 ans plus tard que j'ai catché que peut-être j'avais une touche avec Bob Dylan. Let's go! Fait que je me reconnais beaucoup en elle. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un parcours artistique fabuleux, ce livre-là, qui s'intitule Chansons sur toi et nous. Déjà, le titre est magnifique. Qui retrace sa carrière. Mais en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que ça fait 60 ans, mais là, elle a arrêté parce que malheureusement, elle est sourde d'une oreille, elle a une maladie grave. Mais quand tu écoutes Françoise Hardy, c'est que tu as son essence qui évolue à chaque décennie. Et c'est le fruit d'un travail, Une recherche. d'une recherche, d'une quête, d'un acte d'humilité de toujours se dire je pars à zéro, je suis plus à la mode, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que j'aime. Avec qui je collabore. En fait, ça part tout le temps de qu'est-ce que j'aime. En fait, je suis rien. La prémisse, c'est je suis rien, même si j'ai marqué la chanson, je suis rien. Qu'est-ce que j'aime? Qui est responsable de ce que j'aime? Pourquoi j'aime ça? Rencontrons la personne. Y a-tu un fit? Et ça prend... Mais tu sais, ça se fait sur genre 4 albums. Fait qu'il y a tout le temps 4 albums que t'es comme... Ah ouais, essai, erreur. Puis là, à un moment donné, pow! La question. Pow! Mais là, les années 70, moi, j'ai triple parce que la question, entracte, message personnel. Mais là, les années comme 90, il y a... 90, il y a le danger. Puis là, bon, 2000, il y a tout le temps... il y a tout le temps quelque chose qui apparaît. Puis c'est super inspirant parce que c'est l'humilité d'une géante qui exprime... Dans, Ce qui est rare chez les Français. oui. Et qui exprime dans toute son espèce de décomplexion ses problèmes d'existence amoureux dans une espèce de transparence qui est vraiment aussi chavirante que bouleversante, en fait. Ça fait des bons artistes. Et c'est vraiment, vraiment... Et là, en fait, l'autre chose, c'est que c'est des chansons, mais c'est beau. Ce que je veux dire, c'est que tu lis des poèmes. Mais c'est un bon... c'est drôle que tu dis ça parce que c'est une bonne manière de commencer les poèmes, c'est les chansons. Ben oui, puis Parce qu'il y a comme... pas des gens qui disent j'aime pas la poésie, t'aimes-tu la musique, je capote. Réécoute ce que tu viens de dire. C'est ça. Ben moi, c'est comme... Puis une autre de mes anecdotes préférées, c'est que son album Le Danger, qui est probablement un de ses... Dans son top 3, je pense, des plus grands albums. Françoise Hardy, ça, c'est une autre affaire que j'adore d'elle. À un moment donné, dans les années 60, elle était vraiment dans le loop, là, comme tu sors une toune, on va la filmer, on va t'envoyer en tournée à travers la France, l'Allemagne, la Belgique, 84 shows en 20 soirs. Tu sais, elle était vraiment dans ce loop-là, puis à un moment donné, elle a fait je vois pas l'intérêt d'être sur scène. Je vends beaucoup de disques, je vois pas l'intérêt. Puis elle a arrêté de faire de la scène dans les années 60, sauf une fois pour un concert spécial pour Julien Clerc, puis une coupe de tunes promo là, dans les années 80. Mais comme elle, ça aussi, je me reconnais beaucoup,
elle déteste la promotion. Genre, c'est dans ses contrats. Je ne fais pas de promo. Fait que tu me signes, mais je ne fais pas de promo. Ce qui fait que beaucoup de ses meilleurs albums ont été des flops commerciaux monumentaux. Génial. Mais artistiquement, c'est des Pour le pépites label. géniaux. Pour le label. Génial. Pour elle, c'est génial. Ouais, Oui, cool. Ouais. Et donc, chanson pour toi et nous, sur toi et nous, c'est l'immensité d'une géante qui se dévoile dans toute sa complexité. Puis en fait, j'oserais dire sa nudité d'une certaine façon parce que c'est hyper émouvant. Tu sais, mettons son dernier disque, là, Personne d'autre, qui date de 2018. Elle a enregistré encore, bravo. Non, mais plus ben. J'avais 6 ans, c'est quand même bien. Le Large aussi, c'est sa dernière, je pense, sa dernière grande chanson, c'est Le Large, parce qu'elle a appris qu'elle a été diagnostiquée d'un cancer. En fait, elle avait un lymphome, puis là, elle a tout de suite écrit dans la nuit une toune sur la mort. Puis... Mais je vous invite, s'il vous plaît, de grâce, écoutez une chanson de Françoise Hardy, n'importe laquelle. Les beats sont bons. La mélodie est beats sont bonne, mais c'est une réconciliation avec l'existence, écouter Françoise Hardy. Ouais, cool. Comme quand je vais pas bien, j'écoute Françoise, puis ça va toujours mieux. Let's go. Vraiment. T'as ses rats. Les beignes. Non, Françoise. C'est plus noble que des beignes. Un empêche pas l'autre. Non. Tu peux écouter puis manger. Non. Oui. Non, tu bois pas du coke à Buckingham Palace. C'est la meilleure affaire. Non. Les contrastes. Les contrastes! Les contrastes est intéressant, mais pas de même. Ben oui. Non. On poursuit. Tu m'avais dit, puis j'ai trouvé ça vraiment ben, intelligent, tu me dis, si on fait ça, on fait des petits livres. Alors, je t'ai écouté. Ben là, j'ai gravement raté ma... Non, t'en as deux, t'as réussi. Ben non, mais lui je considère que c'est un petit livre parce que c'est plus de l'ordre du Coffee Table Book, là, le livre de François. C'est que tu lis un poème une fois de temps en temps, puis tu passes à autre chose. Là, mais comme... T'es pas obligé de le lire chronologiquement. Il est court et c'est des nouvelles, c'est des petites histoires. Ça, j'aime ça. Et c'est écrit par Nadine Bismuth, qui est québécoise, qui est super bonne. Et des gens fidèles ne font pas les nouvelles. C'est génial. C'est toutes des histoires d'adultère. C'est extraordinaire. Ça, on parle d'un livre drôle, ça, c'est drôle. Le but, c'est rire. Tout est drôle. Tout est drôle. C'est une grande écrivaine. Je trouve que c'est une grande écrivaine qu'on a au Québec. Y a-tu des joueurs de hockey là-dedans? Il n'y a pas de joueurs de hockey. À mon souvenir, y a-tu des joueurs de hockey? Non. Il n'y a pas de joueurs de hockey, mais c'est... des fictions? Oui. Toutes des fictions, toutes des choses inventées. Et c'est des fois du point de vue de l'homme, du point de vue de la femme. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. C'est... des gens fidèles ne font pas les nouvelles. Si vous voulez rire, si vous voulez cochon... C'est des nouvelles, là. Oui. C'est extraordinaire. Ben, tu vois, chez Boréal, toujours, parce que j'ai pas parlé d'auteurs québécois, même si je triche un peu à la fin, là, mais je suis en train de lire Un café avec Marie de Serge Bouchard, qui en fait sur tout le caractère éphémère de l'existence, les moments éphémères et la fragilité, mais aussi la beauté, puis la valeur de ces moments-là. À lire absolument. C'est aussi chez Boréal et c'est chez Compact. Un café avec Marie. Je l'ai pas fini, fait que j'ose pas trop, mais c'est en train de changer ma vie, là. Ça, je pense que c'est des gens fidèles ne faut pas les nouvelles. C'est un roman parfait pour... Moi, lire, c'est long. C'est pas le temps. Des petites nouvelles. T'en lis une, exact. T'en lis deux. Comme avec Françoise. Si après 4 pages, t'aimes pas ça, tu lis la prochaine nouvelle. Exact. Ou si t'aimes rire, tu te dis, moi, j'aime l'humour, je veux rire. Des fois, la lecture, je trouve ça triste. C'est ton livre sur l'handicapé, je sais pas, man. Des gens fidèles ne font pas les nouvelles, c'est le fun. Par contre, si t'es jaloux ou t'es jalouse puis t'es insécure en amour, lis pas ça. Pourquoi? Parce que tu vas retenir que tout le monde trompe tout le monde et que l'amour n'existe pas vraiment. Et les gens font juste coucher avec les autres pour se sentir fort ou pour que les gens tombent pas l'amour. Fait que c'est parfait. Si c'est pas parfait. Si c'est pas parfait l'amour? Ben, c'est parfait. C'est pas parfait l'amour, c'est pour ça que c'est aussi extraordinaire. Mais si t'as pas confiance en toi, en amour, peut-être que tu vas être mêlé. Ou, si tu n'as pas confiance en toi en amour, lis ça. Ça va être comme un vaccin. C'est vrai? Tu vas lire le pire, puis tu vas faire, sais-tu quoi? Ça arrive, je l'accueille, je l'encaisse, ça va pas m'arriver, let's go. Puis c'est cochon, c'est le fun, c'est du sexe. Vive le sexe, mais vive en fait, le désir. Il y a un côté très charnel chez Françoise, pour juste dire. Là. Une Française. Oui, mais en fait, je me reconnais tellement en elle, là, comme c'est incroyable comment cette personne-là, je trouve que... pour te dire, là, si j'avais été vivant dans cette époque-là, j'aurais tout fait pour qu'elle soit amoureuse de moi. Qu'est-ce que t'aurais fait? Je me serais lancé dans la chanson, puis j'aurais appris à danser. Je t'ai entendu chanter. Elle serait pas tombée en amour. Mais j'aurais tout fait pour devenir bon, pour qu'elle me remarque. Tu sais, c'est de dire, genre, je serais devenu chanteur. Je serais devenu chanteur jusqu'à temps qu'elle me remarque.
Comme, j'aurais appris à danser le yéyé. Ce qui est vraiment pénible. Ce qui est la pire chose Ouais. que je peux offrir à l'humanité, c'est Ouais. moi qui danse et chante. Mais je l'aurais fait parce que... Est-ce qu'elle a juste sorti avec des musiciens? Bon, elle est sortie avec Jean-Marie Perrier, qui était photographe, mais elle est rapidement sortie avec Jacques Dutronc. Puis là, apparemment, mais ça, j'aime ça, c'est qu'en 88, elle a rencontré un amour interdit, puis c'est pas clair, c'est pas si... c'est Ça pas- répète toi. Je sais, Ouais, tu peux l'amour interdit. je sais. C'est rare que les gens, ils veulent sortir avec les copies d'eux. Ils veulent sortir avec des choses qu'ils n'ont pas. Ils veulent ils veulent être complétés par quelqu'un. Ils veulent pas une copie conforme. Moi, je veux pas Non, juste... moi, Moi, je veux pas une femme chaude avec un gros nez, là. La pire affaire. Ben ça, je suis d'accord avec toi, là. Mais tu veux-tu quelqu'un qui va crier avec toi au football? Oui, je l'ai, avec Steph. Elle crie au football? Ouais. Bon, tu vois, sur l'essence, un sourire, un petit mot. Tu sais, c'est magnifique, ça. Mais ouais, fait que c'est ça. Mais oui. Moi, j'arrive, la bombe. OK. Cette année, la grande révolution dans ma lecture, c'est que je me suis complètement déculpabilisé de lire des bandes dessinées. Let's go. J'en ai lu beaucoup. C'est presque ça que j'ai juste lu. Parce que j'ai redécouvert mon plaisir fondamental. Samuel Quentin, c'est un auteur que je connaissais pas qui a écrit White Horse. Ouais, j'ai vu White Ville Horse. et Misérable. J'ai vu White Horse, c'est génial. Ouais. Si vous voyez White Horse au théâtre et qu'ils font une autre série de représentations, courez voir White Horse. Mais pour c'est moi, très, 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 très drôle. On dirait Samuel- du sitcom sur scène. Mais Samuel, moi j'ai lu, le premier que j'ai lu de lui, c'est Ville et Misérable. Ils vont faire un film avec Fabien Cloutier puis Pierre-Luc Funk. Moi, les derniers jours de tournage sont en train de... Puis, en fait, premièrement, puis là, ça, je le dis, je pense que je le signe. À mes yeux, Samuel Quentin est probablement, avec François Letourneau, comme un des meilleurs dialoguistes du Québec. Là. Pour moi, il est de l'ordre de François Letourneau en termes de dialoguiste. Là. C'est vraiment... C'est tellement le fun comment il fait parler les gens, ses personnages. Puis... Ça pleure écrit. Non. Puis... c'est Ville et Misérable, mettons, c'est un peu indescriptible parce que c'est l'histoire d'un diable qui vend des livres dans un concessionnaire de char. Puis son pénis, c'est comme dans sa peau. Fait que là, tu fais, c'est quoi le crise Non, de c'est malade. rapport? Ouais. Mais c'est ça que j'aime. C'est qu'a priori, de quoi? Hein? Puis là, en fait, tu sais, je vais te le dire de même, puis c'est sûrement une très mauvaise comparaison, mais tu sais, les tableaux là, qui sont composés de 1000 photos, là, c'est un peu ça. C'est que tu vois genre plein de photos que, quand tu lis la BD, c'est comme si tu voyais les photos vraiment proches. Fait que là, tu vois un chien, une balle de tennis. Ben non, là, c'est trop cohérent. Tu vois un chien, tu vois un bateau, puis tu vois genre, je sais Oui. pas. Ouais, toi. Tu sais, pourquoi? Puis là, tranquillement, pendant que le récit tombe en toi, Puis là, il y a un portrait, puis là, tu as une compréhension tout autre de l'œuvre. Alors que tu l'as savouré initialement, mais là, le temps fait que tu savoures d'autant plus parce qu'elle commence à prendre un sens, il y a des explications, tu commences à voir, puis c'est des œuvres qui t'habitent longtemps, tout ça pour dire ça. Mais pour moi, le moment que j'ai vécu grandiose, il y a Samuel Quentin, il y en a plein. Au Québec, on fait vraiment, de ce que je comprends, de la bonne BD, fait qu'encouragez-la. C'est le livre La Bombe. Alors là, c'est sûr qu'il y a un contexte parce que c'était l'été Oppenheimer. Fait que le sujet de la bombe nucléaire et de la création, c'était vraiment hot. Pas juste ça. C'était aussi... Il y a une nation qui a la bombe atomique, qui est la Russie, qui est en guerre avec l'Ukraine. Fait que Oui, pour c'est ça. Ça nous touche autant. Là. Fait qu'on est là. La bombe, c'est pas Oppenheimer. Il est à peine là-dedans, en fait, Oppenheimer, dans le livre. C'est l'histoire, c'est vraiment cool. C'est l'histoire, en fait, de la création de la bombe nucléaire, mais pas que. En fait, l'idée de la réaction en chaîne puis tout. Mais c'est l'uranium qui raconte son histoire. C'est très drôle, ça. Le narrateur, c'est l'uranium. C'est brillant. Et en fait, Qui a fait ça? alors, Alcante, Bollé et là, c'est là que je triche un peu, Denis Rodier, qui est un Québécois. Les dessins sont évidemment vraiment beaux. Montre-les. Et en fait, c'est ça que j'ai découvert par le plaisir que j'ai vécu en redécouvrant la bande dessinée cet été. C'est que. Si t'aimes le cinéma, tu vas capoter sa bande dessinée. Oui, mais c'est qu'il y a des moments, en fait, que. On va être honnête.
c'est pas du tout la même expérience que lire un roman où là, c'est très introspectif, t'es dans ta tête, nanana. Tu sais, il y a un côté, on t'envoie un peu les images, on t'impose un peu le visuel. Mais... Le rythme aussi. Ce Oui. que j'aime la BD, c'est le rythme. Mais il y a des moments que la BD offre qui sont uniques. Des moments qui coupent littéralement le souffle. Comme à ce moment-là, quand ils font sauter la bombe nucléaire, le premier essai, en fait, il y a... j'essaie de le retrouver, là. C'est juste que t'es là, puis c'est là que tu vois les bonnes BD, c'est que là, c'est des... c'est très séquencé, c'est très rythmé. C'est des petites cases. Puis là, soudainement, quand la bombe saute, c'est une page complète. Puis là, c'est comme un souffle qui rentre, qui te chavire. Puis c'est en fait, c'est ça que j'aime de la BD, c'est que tu vis une toute autre forme d'émotion, puis c'est un tout autre rapport à la lecture. Par ailleurs, c'est vraiment, c'est assez ardu, là. C'est pas Tintin, là, cette BD-là. Là. C'est beaucoup de dialogues, c'est des trucs... tu sais, si vous avez trouvé que... C'est difficile, là. Ouais, si vous avez trouvé qu'Oppenheimer, c'était ardu, ben je peux pas vous dire que cette BD-là va y échapper. Mais... Ou des fois, c'est ardu, mais ça te fait du bien. Mais ce que Faire j'aime... un effort, ça fait mal à personne. Bon, tu vois, mettons, OK, là, il y a comme une mission, là, tu sais, fait que là... Montre-la pas à moi, mais à la caméra. Ouais, mais je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire. C'est que là, t'es dedans, là, il crée une tension, parce que là, il faut qu'il se fasse sauter le bateau, puis ta. Puis là, il crée la tension. Là, il y a des petites cases, OK, dialogue très, très court, OK, ça va-tu marcher? Ouh, là, on lit ça vite, tac, OK. Le bateau part, ou en tout cas, il y a non, je sais pas trop. Mais en tout cas, et là, le bateau part, là, t'es comme, OK, pouf, le bateau saute, et t'as cette espèce de page-là qui aère ton idée, qui te laisse te toucher. Débarquement de Normandie aussi, même chose, tout de suite après, que t'es comme... Fait que, en fait, c'est une autre forme de narration, c'est ça que j'ai découvert, c'est une narration par l'image. Ça va paraître très nono comme commentaire. J'aime que ce soit gros. Oui. Parce que c'est pas très commode, là, non, mais ça, voir je vais des donner. grosses images, voir des... Non, puis tu sais, c'est magnifique, là, ces pages-là. Là, c'est... Tu sais, Denis Rodier, je pense que c'est un grand dessinateur. Il y a eu une exposition à Mont-Laurier récemment, là, d'ailleurs. Bravo, Denis. Ouais. Sa page Instagram est vraiment le fun à suivre en passant parce que tu le vois dessiner. Il a repris des dessins de ça, là. OK, on va... Go! Puis, en fait, ça s'articule globalement autour de la quête américaine. La portion un peu européenne, tu sais, les nazis et compagnie, parce que c'était un combat, tu sais, ça, c'est dans Oppenheimer, on le voit bien, là. Mais aussi d'un côté japonais. Fait que c'est comme des destins croisés. Puis, dans le fond, tu as comme les instigateurs, les créateurs et malheureusement les victimes de l'uranium et de la bombe atomique. Et donc, c'est une histoire... Ah, c'est ça. Tu vois, ça, c'est le moment où Oppenheimer aussi, je pense que c'est un moment d'action formidable. Là, quand ils se couchent tous, là, OK, pang. Puis là, tu sais, la bombe saute, il se passe quoi? Le vent, et là, t'as ça. C'est vraiment trippant, là. C'est surtout la réaction. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... C'est un autre plaisir, en fait. Parce que ça, on le vit. Tu sais, ça devient un peu sensoriel. Puis, ben, je veux pas dire si vous aimez pas lire, lisez des BD, parce que c'est pas la même chose. Ben moi, j'ai commencé la lecture comme ça. Mais moi aussi. Puis, en fait, ce que j'ai aimé, ce que j'ai le goût de dire, par exemple, c'est... Dénigrez pas votre plaisir puis culpabilisez pas à lire des BD parce que c'est vraiment un art à part entière. C'est juste que tu peux pas... En vrai, là, c'est ça mon point. Tu peux pas comparer, je trouve, la lecture de BD, l'écriture à la lecture d'un roman. Ou en tout cas, c'est vraiment là, deux médiums différents. Il s'avère qu'ils ont un même objet, c'est-à-dire un livre, mais... C'est pas le 8e art, la BD? Ouais. Bon. Fait que... Mais c'est pas moins riche parce que, je veux dire, c'est super... c'est tellement non, dense. Tu peux pas dire à ces gens-là qui ont dessiné ça, c'est pas une œuvre d'art puis c'est pas riche. Là, non. On le voit, c'est immense. Au contraire. Au contraire. Tu sais, je veux dire, je lis 1000 fois ça avant de lire un Reader's Digest, tu sais, un roman d'épicerie Harlequin, là, comme 1000 ans. J'ai rien contre la BD, mais les romans Harlequin, je suis là, moi. Le milliardaire et le milliardaire mystérieux. Prince et malgré lui. Moi, c'est quand ils sont toujours sur un bateau avec une poitrine qui mesure 8 pieds. Moi, mon affaire préférée, c'est lire le dernier paragraphe de ces livres-là. Oh. Parce que ça résume tout le temps l'intrigue. Ouais. Puis c'est tout le temps la même affaire. C'est tout le temps genre...
Taylor entra et Kenan l'attendait. Coupe de champagne à la main, soleil couchant, ils se regardèrent, s'enlacèrent et tombèrent ainsi dans la nuit l'un dans l'autre. Fin. Tout le temps des affaires dans le même sens. Cochon. On dénigre rien. Tu peux tout dans la vie, c'est long. Tu peux tout faire. Tu peux Mais tu sais, si t'aimes les romans harlequins, j'ai rien contre ça, mais c'est juste c'est pas mon... C'est pas ma vibe. C'est pas ma tasse de thé. On aime ce qu'on aime. On aime ce qu'on aime. Fait que la bombe. Go! La bombe, mais en fait, genre, les BD, les romans graphiques, romans graphiques BD, il y a des super librairies de BD à Montréal, dont... une qui était tournée dans les Invincibles. Ça, c'est plus les BD, je crois, comiques. de super-héros. Là, Ouais. je travaille à côté, mettons, Marianne et... Oui. Je sais. Ouais. Non, mais il y a Planète BD, il y a DBD, il y a Z. En tout cas, il y en a une couple à Montréal, puis ils sont vraiment, vraiment gentils. Tu sais, le Oui, parce côté... qu'ils veulent que... C'est ça. ils sont- Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est quand tu parles à quelqu'un qui connaît ça, c'est littéralement... Tu sais, moi, il me dit, j'arrive, je dis, hey, je veux retrouver l'amour de la... OK, qu'est-ce que t'aimais quand t'étais petit? Là, je dis ça. OK. J'aime les affaires historiques, Deuxième Guerre mondiale beaucoup. OK, t'aimes-tu les avions de la Deuxième Guerre mondiale? Je fais oui. Parfait, j'ai une section avions, Magnifique. Deuxième Guerre mondiale. Magnifique. Oh, ouais, non, c'est comme... C'est un monde à part. Je me souviens Donc, plus d'où l'idée de considérer ça comme un art à part. Je me souviens plus du titre. Mais Julien Bernacchi avait lu une BD, il avait parlé d'une BD. C'était à propos du début du cinéma au... Mais il y en a une... Casterman a fait... C'était au début du cinéma, puis c'est à l'époque où quelqu'un voulait acheter l'idée du cinéma. Que c'est quoi, ouais? le cinéma, c'est à moi. Fait que tout ce qui est cinéma, c'est avec mon argent, puis la chicane qu'il y avait par rapport à ça. Wow. Il disait que c'était génial. Julien Bernacchi, qui a travaillé longtemps à la Ouais, Cinémathèque. à là. la J'aime beaucoup Cinémathèque. le cinéma. Mais non, mais Casterman a fait une série sur une des premières cinéastes dont j'oublie le nom. En tout cas, ça va me revenir. Il y avait beaucoup de femmes au début du cinéma. En Il fait, me- énormément. Mm. Puis c'était ça aussi, il y a un côté comme Les Envolés, là, un côté un peu naïf et romantique dans le cinéma, que je trouve que le film Babylone a très bien traduit, en tout cas jusqu'à temps que le cinéma parlant arrive. Là, après, Ok. ça... Parenthèse sur le film. Tout le monde dit Margot Robbie est extraordinaire dans c'est Barbie. Brad Pitt. Ah, moi, c'est Margot Robbie. J'ai capoté sur l'interprétation de Margot Ben oui. Robbie parce qu'elle swing, elle essaye. Margot Robbie qui chicane avec un serpent qui est mort dans le cou. Non, mais ça, Extraordinaire. c'est une scène magistrale. Extraordinaire. Le regard de Brad Pitt qui fait c'est ça l'âge d'or, en fait que c'est un pic dans sa vie de merveille. Ça, c'est la scène, moi, c'est la scène pivot. Mais honnêtement, il y a les deux dernières scènes, on va dire, de Brad Pitt, là, comme clé, là, quand il va voir la journaliste, puis il dit comme pourquoi t'as fait ça, puis il explique. Puis la fin, là, la dernière de Brad Pitt. Moi, je pense la dernière de Brad Pitt, c'est pas de joke. Je sais pas si c'est peut-être une de ses meilleures en carrière. C'est tellement touchant, là. C'est tellement beau. Moi, c'est réussi. C'est tellement beau. Moi, je trouve que le film est réussi à tout point de vue. Sauf la longueur. Non, moi, j'aime Non, ça. en fait, sauf moi, je sais où est-ce que ça a Ben, flanché. le Jazzman, c'est aussi extraordinaire. Ouais. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est le dernier 5 minutes de montage. Qui... Avec Avatar. Puis, Ouais, ça ouais. fait très, j'étais au cégep, puis je pas. Non, moi, j'ai moi, pas aimé c'est-tu- ça. moi, c'est-tu que Tout, tout aimé à part la fin en disant, ah, je sais pas, mon chum. Non, mais- moi, en fait, le problème de ce film-là, je trouve que c'est sa qualité d'une certaine façon, c'est que ça commence tellement fort avec l'espèce de Sodome De et part, Gomorre qui est comme une séquence exceptionnelle, rythmée. Puis là, en plus, ça commence, genre, c'est une batterie là, de... C'est très jazzé. Il Oui. pas sur le jazz, là, il s'en Tu sais, cache c'est pas. spectaculaire ce que tu vois. Là, tu vois Brad Pitt qui arrive. Là, après, t'as Margot. Là, tu sais, je veux dire, il y a du stock, là, tu sais. Puis là, t'as Brad Pitt et Margot Robbie, nommément probablement les acteurs les plus charismatiques de leur génération respective. Puis c'est pas que j'ai rien contre l'acteur qui fait l'assistant qui devient producteur. Puis Mais tout. t'en as. J'ai une jalousie. J'ai une jalousie. Non, mais c'est Je juste me souviens que... pas de son nom, mais... Mais tu peux pas miser sur... En fait, tu peux pas compenser le charisme de deux personnes historiquement charismatiques avec... T'as beau être n'importe qui, comme... Ben, je sais, le film, il va pas Il a fait le même pari que Jacques Audiard, où dans mon film préféré de Jacques Audiard, c'est Un prophète. Ouais. Et celui qui joue le personnage principal qui est Dans quasiment... Raïm, Ouais, il avait jamais joué de sa vie. Ouais. Ça donne, c'est peut-être l'artiste. l'acteur générationnel. Ça donne. Ouais. Tu sais qu'il a gagné 2 prix pour ce rôle-là. Sûrement... Révélation et meilleur acteur.
Il joue au States, peut-être. Ouais, mais ils ont changé les règles après. Tu peux plus être nommé 2 fois pour un même rôle. Extraordinaire. Et j'ai aussi appris que dans Anatomie d'une chute, à Cannes, le chien a gagné un prix. Il est bon, le chien. Ouais. Le chien, oui, pour ceux en vous niaiser, mais dans Anatomie d'une chute, Le chien, il est il est vraiment bon. extraordinaire. C'est vrai. Oui, il est vraiment bon. Le chien, il est vraiment Ouais, bon. Je pense qu'ils ont pris c'était le prix Canin ou le prix Canin. Bref, ils ont Ouais, fait un jeu de mots parce que c'est ouais. des Français, mais Canin, ouais. Ouais. Bravo. Parlant de cinéma, Dennis Lane. Tu sais c'est qui Dennis Lane? C'est juste pas son nom. Dennis Lane, c'est un des gars, dans les années 90 et les années 2000, ils ont filmé quasiment tous ses livres. Qu'est-ce qu'ils ont filmé? Ils ont filmé Mystic River. Ils ont filmé Gone Baby Gone, qui est le meilleur roman, à mon avis, de Dennis Lane. Et ils ont aussi filmé Shutter Island. Fait que des grands cinéastes. Je pense qu'il y a un autre film qui a été filmé, mais c'était pas un super bon roman. Moi, je le lisais quand j'étais adolescent. Je capotais sur Dennis Lane. Et je capotais aussi sur lui parce qu'il a écrit, il était dans le groupe d'auteurs de ma série favorite qui est The Wire. Il participe à quelques Je suis en saisons. train d'écouter ça en ce moment. Meilleure affaire! On fait un épisode là-dessus. Meilleure affaire. The If Wire? you come at the king, you best not miss. C'est extraordinaire. Je l'ai vu 3 fois. C'est extraordinaire. T'es rendu où? Épisode 3, saison 1. OK, tu comprends rien, pauvre toi. Est-ce que Omar est là? C'est qui Omar? Ah! Omar, c'est extraordinaire. Lui, il vole des vendeurs de drogue avec un shotgun puis il est homosexuel. Il est extraordinaire. Non, mais je suis zéro gay, là. Fait que... Non, mais lui, il est extraordinaire. C'est une joke. Omar est C'est une extraordinaire. joke que j'ai faite. Ah oui, fais pas le saut. Dans la saison 2, il y a Method Man. Qui est exceptionnel. Mais j'ai aucun problème avec ça, moi. Il est exceptionnel. J'ai aucun problème. Mais non, à date, j'aime bien. C'est la meilleure affaire. Parce qu'au début, tu comprends rien, c'est normal. Ça va prendre. Pour vrai, c'est malheureux, mais ça prend 5-6 épisodes. C'est pas là-dedans que Michael B. Jordan Ouais. il joue puis il est magnifique, genre. Ouais. Il est jeune puis ouais. C'est le premier rôle de Michael B. Jordan. Ah ouais. Ouais. Mais il y a le prince Charles, en fait. Le prince Charles Ouais. McNulty. Et aussi, tu vois, l'accent est réussi. Ouais. Parce que c'est un Britannique qui joue le rôle principal. Ouais. De Baltimore. Mhm. Ouais. Mais j'aime. Là, la séquence qui m'a marqué, c'est le gars qui explique les échecs. Ah, ça veut dire. C'est ce que j'ai dit, là. When you come at the king, you best not miss. Ouais. Il y a plein de trucs aux échecs. Puis c'est Idris Elba qui fait l'espèce d'avocat. Ouais. Notre Britannique. Ouais. Pas un avocat. Ben, il fait comme le. C'est pas un avocat. C'est un gars de la rue qui veut devenir un gars. Il veut blanchir son argent. C'est ce qu'il veut devenir. Tu serais Idris Elba dans la vraie vie. Ah ouais? Il est souvent. Dans le personnage qui te ressemble le plus, c'est Idris Elba. Ah ouais, j'aime ça parce qu'il est dangereux puis tu sens qu'il attire les femmes. Ouais. 2 aspects que j'ai pas. Tu t'attires les femmes. T'es pas dangereux, mais t'attires les femmes. J'attire pas beaucoup. T'attires beaucoup. Mais The Wire, je pourrais en reparler pendant. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une tragédie. Tu vas remarquer très, très vite. C'est très théâtral et c'est une tragédie grecque. Ouais. Ça, je le sens tranquillement. Parce que c'est une des rares séries où c'est les dieux qui. Les dieux, c'est pour moi, c'est les institutions qui décident du sort des gens. Fait que les gens ils décident pas de leur sort. C'est très C'est comme The Sopranos. Non, Les Sopranos, c'est plus comme un truc shakespearien. Ouais, mais Ou c'est c'est très- tellement. Mais j'ose pas réécouter. Mon amoureuse, elle m'a demandé de réécouter Six Feet Under. Ouais. J'ose pas. Je l'ai fait, moi, c'est bon. Non, mais comme il y a une affaire, c'est tellement. Sauf la fin, là. Sauf la finale, là. Moi, je l'ai pas digéré, là. Mais J'adore, c'est ma fin préférée, moi. Ah, avec les. Ah, ouais. L'annonce de Char Toyota, là, j'ai aimé ça. Je trouve que c'est la meilleure fin de la série. Non, mais là, que tu vois les personnages. Mhm. Ah, ouais. Mhm. Moi, je dis Sopranos, c'est ma meilleure ever. Là. Moi, je préfère celle de Six Feet Under. Et ma meilleure affaire des Sopranos, c'est que 30 ans, 20 ans plus tard, quand tu filmes du monde en train d'écouter la finale, c'est la même réaction. Hein? Que. C'est extraordinaire. Y a-tu un lag? Aussi, grosse Journey. Ouais, Celui mais. sur Journey, c'est extraordinaire. Puis j'aime que ça soit resté quand même relativement mystérieux, que personne n'a dit. Tu sais, Christopher Nolan, on a fini par le savoir avec Inception, la réponse un peu, entre les branches. Mais Sopranos, on ne l'a jamais su. Je pense qu'il dit, il m'a amené dans une entrevue. Où il dit, Non, mais en fait, David Chase a commencé à trop parler. Puis mais à non, tout mais dire. c'est ça, mais il faut que tu reconstitues les morceaux parce que ça reste que. Ouais, mais c'est-tu vraiment. Une des hypothèses, c'est que celui qui tue Tony Soprano, on accepte que Tony Soprano est assassiné à la C'est fin. ça. À la base, il faut partir de ça. Une des hypothèses, c'est que au début de la série, il y a un de ces hommes de main qui va le voir puis qui dit « Je veux quitter la mafia ». Puis il dit « Non, tu ne peux pas quitter », puis il se suicide.
c'est son frère qui aurait tué Tony Soprano parce qu'il y a il y a un gars qui a le même coat que ce personnage-là. C'est son frère qui venge la mort. Wow, ça, j'avais pas vu ça. Ouais, ça serait ça la fin. Je sais pas, parce que c'était des réflexions très profondes sur la mort, sur comme. C'est tellement hot, là, comment ça a apporté tout ça, là, cette espèce de point-là. En tout cas. Il y a un Puis côté- aussi, il y a un clin d'œil au parrain parce que c'est un restaurant comme dans le parrain. Ben oui. Le restaurant, il y a un Non, je restaurant. sais. Genre, c'est vraiment plus hot qu'on pense, là. Mais tout ça pour dire que ce livre-là, c'est quoi? Dennis Lehane. Ouais, grand, Dennis Lehane. grand gars que je lisais quand j'étais adolescent. Puis ce qui est génial, c'est ça, c'est un roman policier. C'est un couple, un gars et une fille qui sont deux détectives à Boston. Parce que moi, dans les années 2000, je capotais sur Boston. Je trouve ça Toi, t'as extraordinaire. dû capoter sur Departed, hein? Ouais. T'as écouté Dropkick Murphys à côté? Ouais. Ouais. OK. C'est dans la même lignée. La Ouais. preuve qui trippait sur Boston, Shutter Island, c'est... Ben, Mystic Le même River, tout ça. C'est ouais, c'est le même écrivain. Et c'est extraordinaire, c'est noir, c'est méchant, c'est triste, c'est violent. J'ai commencé à lire ça parce que mon père a commencé à lire et a dit « Je suis pas capable, c'est trop rough. » Puis j'ai fait « Donne-moi là. » C'était trop rough pour Ça moi. raconte quoi, ça? Ça, c'est leur première enquête, parce que c'est une série de livres. C'est un couple de détectives, puis c'est une Yeah. série de livres, dont Gone Baby Girl, c'est un des derniers. Qui est même la fin du couple, c'est extraordinaire. À la fin de Gone Baby Girl, le couple est à la fin. Fait que c'est un couple qui doit faire une enquête, puis c'est une enquête avec un vétéran de la guerre. Et c'est un vétéran de l'armée plutôt, et qui doit. Il se rend compte que tout est lié. C'est génial parce que tu as le côté. Fait que c'est un roman policier, C'est là. un roman policier. C'est un ça, couple j'aime de. ça. C'est extraordinaire. Si t'aimes les dialogues, si toi t'as ça dans la vie, c'est contemplatif, puis il décrit la pièce, puis il décrit comment il se sent. Balzac, genre? Ouais. Le fuck, c'est que des dialogues. C'est que ça. Lui, il dit t'aimes ça des dialogues, t'en donnes des dialogues. Je t'en donne des dialogues. C'est que ça. C'est des dialogues, des dialogues. C'est super bien écrit et super bien dialogué. C'est pour ça que ces trucs, t'es aussi facilement Adaptable. à l'écran. Puis c'est aussi pourquoi une série comme The Wire, t'allais chercher, c'était le pro des dialogues. Fait que c'est très réussi. Aussi, ce que j'aime, j'ai compris par la suite. Moi, je lisais beaucoup ça, du Dennis Lehane. Puis j'étais vraiment en amour avec l'histoire d'amour du couple. Parce que Tu te reconnaissais? non, j'avais 16 ans. Moi, je faisais pas l'amour à 16 ans. Personne ne voulait faire l'amour avec moi. C'était très difficile. Puis je m'étais dit, si plus tard, je pouvais avoir une blonde avec qui je fais un projet ensemble, on fait de quoi ensemble, une brune qui fume, sarcastique, puis calisse, j'ai réalisé mon rêve. Moi, je suis comme le composite de Steph et... En fait, ça, tu retrouves C'est- Steph et moi là, là-dedans. Voilà, Parce que moi, je fume. Ben, je fumais, mais... Je suis brun aux yeux bruns, mais je fumais... C'est deux cochons. C'est très sexuel. C'est Ah, deux ben là, cochons. d'abord, C'est un non. couple, c'est deux cochons. Non, ça, c'est pas moi. C'est deux cochons. Je pense qu'à l'année, il y a dans un des romans, parce qu'il y a plusieurs séries, si vous tripez sur ça, vous êtes tout trippé. Ah, aussi, le premier que j'ai lu, c'est Gone Baby Girl. Tu peux commencer le 4e, le 5e, le 3e, le 6e. C'est pas Pas grave. grave. C'est vraiment pas grave. C'est des enquêtes. C'est des épisodes. C'est génial. C'est vraiment bien écrit. Ça se lit vite. Ça se lit bien. C'est très vulgaire, puis c'est fait en France. Je viens d'ouvrir. Elle a hurlé. « Me touchez pas, putain! » J'ai retiré la main. « Casse-toi de mon plancher, casse-toi de ma maison, homme blanc, et amène ta pute avec toi. » C'est extraordinaire. T'as l'impression de lire un livre, un film américain là, des années Oui. 90. C'est extraordinaire. J'aime ça, c'est pas pire. Angie a fait un pas vers elle au mot pute. Puis elle Angie. s'est arrêtée et a fermé les yeux une seconde, les yeux ouverts. Elle m'a regardé hocher la tête. Il n'y avait rien d'autre à dire. Non, mais il faut Alors, que nous tu sommes lises, partis. faut que tu lises avec la voix du traducteur. Là. Attends. C'est vers la Ouais, attends. Elle a hurlé. Elle a hurlé. Me touchez pas, putain! J'ai retiré la main. Casse-toi de mon plancher, casse-toi de ma maison, homme blanc. Emmène ta pute avec toi. Angie, elle a fait un pas vers elle. Et au mot pute. Et puis elle s'est arrêtée. Et elle a fermé. Mais c'est bon! Pour vrai, j'écouterais ça, man! Et elle a fermé les yeux une seconde. Les a rouverts. Elle m'a regardé, a hoché la tête. Et là, c'est ça que j'aime le plus. Il n'y avait rien d'autre à dire. Alors, nous sommes partis. Moi, Mais c'est j'adore l'accent. Ah oui! Nous avions fait la moitié du trajet de retour sur Boston. Mais c'est pas Boston, c'est Boston! En évitant toute conversation sur Simone Angeline. Sur Simone Angeline. Ou sur la scène qui avait eu lieu dans son appartement. Quand Angie s'est soudainement redressée sur son siège et a dit ah. Ou quelque chose. Ou quelque chose d'assez approchant. Quelque chose d'assez approchant. Ouais, faut lire en anglais ou en français, c'est drôle aussi. Ouais, non, j'adore ça. C'est pas drôle, Ah, mais... il parle d'Exile on Main Street. Mhm.
Index, extraordinaire. la radio Désolé, il est cassette extraordinaire. suffisamment fort C'est son pour premier roman. Mais j'adore. La radiocassette suffisamment fort pour envoyer voler Exalumnin Street, comme un missile à mes oreilles. L'image est quand même pas pire. Mais. Il est fort, Denis. Dennis, OK. En passant, tous les livres qu'on achète, ils sont disponibles en librairie, tout le monde, là, ben, peut-être pas Françoise, mais faites un effort pour... ben, tu vois, je l'ai commandé parce que je vois mon nom. Oh my God. Quoi? Mon nom et Ouais. celui de Françoise Hardy sont sur la même page. Ben, tu peux écrire, juste prendre une page puis écrire les deux noms. Là. Pourquoi tu détruis les rêves? Ça fait un bout qu'on fait ça. C'est Encourager les librairies indépendants, c'est ça que je voulais dire. magnifique, c'est très beau, c'est très bien dit. On fait ça plus tôt. Le prochain épisode, il va être plus tôt que tard. Ben oui. Génial. Fait qu'on refait ça. Écoutez Françoise Hardy, s'il vous plaît, tout le monde. Ouais. J'aimerais ça qu'elle sache qu'on l'aime au Québec. Tu sais, je trouve qu'on a très bien travaillé avec Grand P. Je trouve qu'on a très bien travaillé avec Boudère. Il est venu. Je veux juste que Ça va Françoise... se rendre dans leurs oreilles, ça me tente pas. Je veux que Françoise, elle sache Moi, qu'on j'ai- l'aime. je veux pas les fans de Grand P d'un commentaire. Et ça doit être- pourquoi? Parce que ça doit être du monde particulier. T'as tellement peur de l'autre. Ouais. Ouais. Deux princes.